Bienvenue à toutes et à tous dans La Boîte à Gants, le podcast qui donne de la voix à vos histoires automobiles. Je suis Yann Delplanque et chaque semaine je vous en partage de nouvelles. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Eddy Sersoub, fondateur de The Mécaniste, créateur de bracelets depuis 2017 autour de la passion automobile, et bien plus que cela tant que ça touche de près ou de loin au lifestyle autour de notre passion commune. Il nous conte comment son père, commercial pour les huiles Igol, et son grand-père, garagiste, lui ont transmis le virus de l'automobile. À travers cet épisode, Eddy nous raconte aussi quelles sont ses premières autos et celles qui lui ont particulièrement marqué, à l'image de la folle histoire autour de la Porsche 930 familiale, qui a d'ailleurs fait l'objet d'un reportage par Type 7 et le bien connu Ted Gushue. Je suis pas sûr de bien prononcer, mais ceux qui le font mieux me corrigeront. Et comment ne pas évoquer sa rencontre avec la légende du sport automobile britannique, Sir Stirling Moss, ou encore la création de l'IAP pour International Automotive Photography Awards, avec ses associés et photographes Amy Shore, que certains d'entre vous doivent connaître, et Drew Gibson. Bien entendu, cet épisode est aussi l'occasion de retracer le parcours d'un entrepreneur passionné qui a réussi à faire de son amour pour l'automobile et tout ce qui touche à la mécanique en général, son métier, sa vie. Vous retrouverez toutes les automobiles et les références auxquelles Eddy fait allusion sur Instagram @dbg_podcast. Pensez aussi à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée ou sur YouTube pour ne rien rater des prochains épisodes. Je vous souhaite un bon épisode. Salut Eddy. Salut, ça va Yann ? Super, je suis ravi de t'accueillir dans La Boîte à Gants. En réalité, c'est plutôt toi qui m'accueille dans ta maison familiale dans la région lyonnaise. Est-ce que tu peux te présenter un peu en 2 mots pour celles et ceux qui te connaissent pas ? Merci à toi, vraiment ravi de faire partie de ce podcast. C'est un plaisir. Super initiative de ta part. Je m'appelle Eddy Sersoub, j'aime même dire que je suis lyonnais anglais. Je viens de rentrer de 10 ans d'Angleterre, dû un peu au confinement, mais aussi une volonté un peu personnelle de rentrer. Et je suis fondateur de Mécaniste, donc c'est un peu pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et en partie, parce qu'on va parler aussi de ton histoire personnelle. Ouais, exactement. Ouais. Et j'ai fondé de Mécaniste en 2017. Et jeune entrepreneur. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est The Mécaniste ? The Mécaniste, c'est un peu tout ce qui est autour du lifestyle automobile en fait. Okay. Vraiment, j'essaie de retranscrire ma passion automobile à travers mes expériences passées, puis un peu via la vision de ce que j'ai sur l'automobile, quoi. Principalement classique et moderne classique, plus que tout ce qui est supercar, moderne, toutes les nouvelles voitures, c'est pas trop ma spécialité. Et donc je me focus beaucoup plus là-dessus. Et justement, tu parlais de passion automobile. Cette passion, elle vient d'où pour toi ? Comme je t'avais dit un peu auparavant, je crois que j'ai pris le virus de mon père, comme beaucoup de gens. Passion automobile, c'est quelque chose qui est assez fort, je pense, qui est vraiment ancré chez les gens. On s'en rend compte vraiment chez les jeunes, très jeunes en fait. Très jeunes, tu sais pas pourquoi, t'as un gamin qui va jouer avec les voitures plus que jouer avec des ninjas ou des trucs comme ça, tu vois. Donc ça vient très jeune. Mon père, j'ai grandi, on est 3 frères. Mon père a toujours eu un truc autour de l'automobile, via mon grand-père, qui lui était garagiste. Mon père qui lui était commercial pour Igol, les huiles moteurs. Les huiles moteurs, voilà. Et donc j'ai grandi un peu dans les pattes de mon père, dans le garage, qui lui a toujours été très bricoleur, il a toujours bossé sur ses bagnoles, il a une vraie passion automobile. Et des 3 frères, je pense que je suis celui qui a vraiment pris le virus automobile. Donc c'est venu très 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 jeune en fait, ouais. Ayant des voitures dans le garage, toutes sortes de voitures. T'as des exemples à pas donner ? On va venir notamment sur la voiture principale de ma vie. Mais quand on était jeune, ma mère elle a eu des R5 turbo, la petite, la Alpine, pas la grosse. La R5 Alpine en fait. Ouais, exactement. Mon père, il a eu des 205, il a eu toutes sortes de bagnoles. Après, il a toujours été très très discret au jour le jour. Il roulait beaucoup des Toyota simples. Mais dans le garage, il a toujours eu des belles bagnoles, notamment, je peux en dire 2, la 930 turbo. Très belle histoire autour de... On y reviendra si tu veux. Ouais, on y reviendra, ouais. Et puis, il y a plus d'une trentaine d'années maintenant, il a importé des États-Unis une XK 150
dropette coupée, donc la cabriolet. Donc Jaguar, et qu'il a tout retapé et qui est aujourd'hui dans un état fantastique, qu'il a toujours. Il y a eu d'autres voitures autour, on pourra peut-être y venir, mais... J'ai pas eu la chance de voir cette XK malheureusement. Non, tu ne l'as pas vue, hein, c'est vrai. Peut-être tout à l'heure, en effet. Elle est à voir, hein, en effet. C'est vraiment une belle voiture. Un amour de voiture anglais. Et c'est pour ça que je pense que je suis parti en Angleterre aussi, finir mes études en 2010. Et ensuite, j'y suis resté. J'ai toujours été attiré par l'Angleterre et je crois que l'influence de mon père y est pour quelque chose. Ouais. Juste pour revenir, parce que je crois que tu m'avais parlé aussi d'un premier souvenir, tu sais, où t'as appris à conduire. T'avais 10 ans. Appris à conduire, c'est peut-être un grand mot. Sur un véhicule un peu atypique. Ouais, c'est ça. Bah, franchement, je pense que j'ai vraiment appris à conduire. C'était sur un Piaggio, les 3 roues, là. Triporteur avec la benne derrière. Quand on a acheté cette maison, là où tu es aujourd'hui, tu vois qu'il y a un joli jardin et il y a beaucoup de travaux à faire. Et puis mon père, il avait acheté ce triporteur pour pouvoir faire les travaux, mettre le bois, couper, enfin faire les travaux, quoi. Et du coup, il me laissait conduire. Il me disait, va chercher ça là-bas. Je prenais le triporteur dans le jardin. Et puis c'est un 4 vitesses marche avant, 4 vitesses marche arrière. Et du coup, passer les vitesses, embrayer, débrayer, enfin tout faire, quoi, comme une vraie voiture. Dans le jardin, c'est là où j'ai vraiment... C'est un volant ou c'est un guidon? C'est un volant, parce qu'en fait, ils les ont fait à guidon aussi. Ok. Et nous, on l'a avec volant. Et c'est un moteur 125 Vespa dessus. Sur la route, tu prends un bon 55 quand tu mets dans le guidon, tu vois, dans le volant. Descend. Oui, exactement. C'est dangereux. Franchement, c'est dangereux. Il y a 2-3 fois, j'ai fait me retourner. C'est 3 roues, et puis dès que t'as du poids derrière, si t'es un peu... Ouais, faut... Quand tu prends 55, c'est ligne droite. En virage, tu radies à 20. Et ouais, non, j'ai vraiment appris à conduire là-dessus. Et ensuite, dès que j'attendais ma mère pour qu'elle m'amène à l'école, je me souviens, elle avait une Toyota Carina. Je sais pas si je lui ai déjà dit, donc elle écoutera ça peut-être un jour, mais je l'attendais quand elle... ouais, voilà. Quand je l'attendais, elle se préparait pour elle aller au boulot et puis m'amener à l'école. Je me préparais assez vite et puis je descendais dans la cour et c'était dans l'autre maison où on habitait. Et puis dans la cour, on avait juste une petite allée et je faisais des marches avant, des marches arrière avec sa voiture. Et je faisais patiner un peu les pneus sur le gravier. Et c'est comme ça que j'ai un peu appris faire des bons démarrages, quoi. Et... Ouais, très vite, même si c'était pour vraiment faire 10 mètres avec une bagnole, vas-y, je sautais dedans. Désacraliser le truc parce que je le 10 ans, t'étais... Ouais, exactement. Et c'est quoi ta première voiture, alors, du coup? Première voiture, j'ai dû emprunter une des 306 Turbo D de mon grand frère quand j'ai eu le permis. Très rapidement, mon père avait des clients dans l'automobile, et puis il y a un de ses clients qui avait une Nissan Primera 2 litres GT avec 240 000 km au compteur qui a jamais marché quand je l'ai reçu. Donc je sais pas combien elle avait réellement de kilomètres. Elle était fatiguée et il me l'a donné et j'ai roulé pendant 2 ans avec. Et mon Dieu, qu'est-ce que c'était une bonne bagnole. C'est vrai? J'ai regretté. Je l'ai revendue 500 €. Et c'est la voiture que je regrette d'avoir vendue. Tu serais capable de la racheter maintenant ou pas? Pas plus cher que 500 €. Ouais. Quoique, je te dis un truc, j'en ai pas retrouvé à vendre, j'en ai cherché. Et elles sont assez rares. En fait, c'était des moteurs, apparemment, le 2 litres GT Twin Cam, c'était un beau moteur. Il était couvert, tu sais, avec le capot moteur, enfin, le dessus, quoi, du moteur qui était tout rouge, qui est 16 valves, tout ça. Vraiment un super moteur. Qui devait prendre 6500 tours, ou je sais plus, un truc comme ça, tu vois. Ouais. 140 chevaux, la voiture était assez légère. Elle pétaradait quand je sais pas, quand t'as 19 ans, j'étais au top, quoi. Et je me souviens, j'avais un de mes bons potes qui avait acheté une Audi A4 à l'époque, 150 chevaux, il était fier comme tout. Mais je le prenais, mais il comprenait pas avec mon truc de 240 000 km. Et j'ai fait une saison après, quand j'avais 20 ans, à Saint-Tropez, puis le truc, elle prenait j'étais barman, c'était les jobs d'étudiant, quoi. Ouais, bien sûr. Et voilà, j'étais barman sur une des plages à Saint-Tropez, qui était un boulot assez sympa. La bagnole avait pris le sable, mais complet, quoi. La poussière était dégueulasse, puis une voiture qu'on m'avait donnée. Tant que le moteur elle roulait, ça m'allait, tu vois. Après, je m'en foutais de l'intérieur, tout ça. Ouais, bien sûr. Et je me souviens, j'avais une fuite dans la direction, et ça prouve que les bagnoles japonaises, c'est quand même quelque chose. Fuite dans la direction. J'avais acheté des Serflex, un tuyau d'arrosage que j'ai coupé, j'ai remis autour de la direction, j'ai serré, je mettais 1 litre d'huile dans la direction par mois, tu vois, parce que ça fuyait, puis notamment, enfin, quand tu mets un Serflex avec le tuyau d'arrosage autour, je veux dire que la pression qu'il y a dans la direction, ça suffisait pas, quoi, ça fuyait toujours. Et la bagnole, elle a duré 2 mois comme ça, avant que je la fasse réparer, de remonter à Lyon, quoi.
Et pas eu de problème. Et puis Elle a après, tenu, quoi. elle a tenu. Puis quand j'ai voulu la revendre, il y a un mec qui m'a dit, ouais, 500 €, je vais l'envoyer je sais pas, en Afrique, ou je sais pas ce qu'il voulait en faire. Et le gars, il l'a essayé, il a tellement kiffé, il l'a gardé pour faire du stock car. Et quand il m'a dit ça, j'ai dit, merde, j'aurais dû la garder. Ça aurait été trop bon. C'était une voiture qui m'a fait, c'était simple, tu vois, Atmo, 140 chevaux. Pendant longtemps, tu seras le seul à avoir parlé de cette voiture, je pense, parce que honnêtement, je la connaissais pas avant que tu en parles. Non, ouais, c'est pas une voiture qui est très, très connue, mais je sais que après j'ai fait des recherches, longtemps après que je l'ai vendue, en me disant, putain, c'était quand même une bonne bagnole, tu vois, c'était fiable, c'était sympa, ça marchait et tout. Et c'était des moteurs qui me semblent, les mecs qui faisaient du tuning, ils pouvaient te les booster à 250, 300 chevaux, ils te mettaient des turbos dessus, ils te mettaient des trucs, enfin, le moteur japonais, quoi. C'était bonne prépa, ouais. Ouais, voilà. Bonne base. Et, ouais, exactement, une super bonne base. Et puis la voiture, elle avait de la gueule. J'aimais bien. Donc là, t'avais 18 ans. Ouais, 18, 20 ans quand j'ai eu ça. En fait, après, j'ai vendu ça quand je suis rentré justement de Saint-Tropez. Ouais. Et je voulais avoir une voiture un peu plus propre parce que c'est vrai Ok. qu'elle était un peu crado. Et j'ai acheté une Mercedes C180 qui était juste super propre, super clean. Mais t'avais 110 chevaux, 120 chevaux ou même pas. En diesel? Non, en essence. Naissance. Elle était propre, mais c'était un veau. Et puis, je l'ai gardée, je l'ai revendue. J'ai fait une petite plus-value dessus, mais c'était pas énorme. Et puis après, je suis parti, j'ai fini mes études. Je suis allé graduer en Angleterre dans une école de business américaine. Et donc, je l'ai vendue. Puis en Angleterre, j'avais plus besoin de bagnole. Donc, j'ai pas eu de bagnole pendant quelques années. Surtout que t'habitais à Londres. Ouais, j'habitais en plein centre de Londres. Il n'a aucun sens d'avoir une voiture. Ouais, exactement. Ouais. Sauf si t'es vraiment blindé. Et donc, ouais, pas eu de bagnole pendant un moment jusqu'à mes 27 ans, 28 ans, où, après avoir bien économisé, j'ai entendu... donc voilà, on revient un peu à l'histoire de la Porsche. Mon père était propriétaire de cette Porsche 930 Turbo 3 litres 3, 1980, donc boîte 4, qui est le premier souvenir... D'ailleurs, je pense que quand j'y réfléchis, je crois que c'est le plus vieux souvenir que j'ai, c'est de moi dans cette bagnole. Tout souvenir confondu. Je pense que t'as quel âge? Je pense que j'avais 3-4 ans et j'ai couru et on était dans une maison dans le Jura où je suis en ce moment, la maison de ma grand-mère. Et j'ai fait une course avec mon grand frère. Quand t'as 4-5 ans, tu vois, un truc comme ça, je cours et je trébuche et je m'éclate la tête dans un mur en pierre. Donc les murs en pierre du Jura, c'est des bonnes pierres apparentes. Et mon père était avec la Porsche et il m'a amené à l'hôpital et il m'a amené vite. Parce que je saignais bien et je gueulais mais je gueulais, j'étais tu vois, le sang qui coulait, tout ça, et en même temps je regardais la route, je faisais vas-y vite, tu vois. C'était un mélange de douleur et de kiff en même temps, quoi. Ouais, un peu ça. Et je pense que ça doit être le plus vieux souvenir que j'ai de moi, c'est dans cette voiture, parce que la sensation du turbo quand il kick le turbo, c'est tu sais, le haut le cœur là, tu sais, ça te prend, ça, c'est vraiment Tu peux remettre en perspective un peu les performances de cette voiture à l'époque, parce que c'est... Je crois qu'à l'époque, t'avais pas mieux. Ça devait être début 90, parce que je suis né en 86. Mais quand elle est sortie, bah, t'avais 0 à 100, je crois, c'est 5 secondes 5. T'as tout le poids à l'arrière, quoi. Donc, tu patines pas, ça part, quoi. T'as 300 chevaux, turbo, pas de direction assistée. Enfin, t'as 0 assistance, quoi. C'est de la conduite brute, quoi. Il y a une dégaine vraiment badass. Hein. Et les plus belles hanches dans le business. C'est clair. Depuis mes plus jeunes années, j'ai eu la chance de grandir avec ça dans le garage, et c'est une belle chance, ouais. Et elle a grandi en moi, en fait, parce que vraiment, c'était une voiture un peu famille. Et puis mon père, il l'a gardé 21 ans. Et il l'a vendue quand j'avais 16-17 ans, juste avant mon permis. Je trouvais ça assez dégueulasse de faire ça de sa part. Et puis quand j'avais 27-28 ans, il me dit, il y a le garagiste. Je me souviens, j'étais allé avec lui, la livrer chez le garagiste quand il l'avait vendu. Donc le garagiste qui l'a acheté? Ouais, un garagiste, un de ses clients, ou un client de mon oncle, un truc comme ça, qu'il avait acheté. Et j'étais bien triste. Et puis quand il m'a dit, ouais, il veut revendre la voiture. Et c'était genre 6 mois, 1 an avant que les prix explosent des Porsche, tu sais, en 2015, je crois, un truc comme ça. Je me souviens pas. Ouais, je suis désolé, je fais quelques erreurs dans les dates, mais je crois que c'est vrai ça. Moi, je suis pas un expert de la 930 Turbo non plus. Donc... Non, mais toutes les Porsche en général ont oui, explosé. Puis maintenant, ça s'est bien calmé. Tant mieux. Parce que c'était un peu n'importe quoi. Et il dit, ouais, il veut la vendre, tout ça. Et je dis, papa, cette voiture, c'est mon patrimoine, ça doit être à moi.
parce que c'était vraiment la voiture que je voulais, tout ça. Et les prix étaient encore corrects. Et je lui dis, j'ai un peu de ronde à gauche. Est-ce que tu avais travaillé? Ouais, voilà, exactement. Parce que j'ai bossé entre-temps à Londres. Tu faisais quoi à Londres, justement? À ce moment-là, je travaillais, à Londres, quand j'ai commencé, je suis sorti d'études, j'étais un peu entrepreneur, en fait, parce que j'ai pris un business. C'était un business dans le bien-être. Une boîte suisse qui se lançait en Angleterre, qui faisait des boissons dans le bien-être. Okay. Des boissons détox, c'était un peu, on avait des boissons aussi power, énergisantes, ouais. Mais un peu la version healthy de Red Bull. Je suis désolé si j'utilise du franglais. Pour l'instant, ça va, t'as pas fait trop d'anglicisme. Ouais, mais je vais essayer de m'appliquer, mais on a le droit de me détester pour ça. C'est assez affreux. Donc du coup, j'ai commencé très tôt où j'ai géré le marché anglais. J'ai développé le marché anglais, donc le business development, c'est quelque chose que j'ai fait dès la fin de mes études. Et donc le côté un peu entrepreneuriat, attaquer un marché neutre, enfin pas neutre, mais inexistant, c'était quelque chose où j'ai dû m'habituer vite. Et ensuite je suis parti après ça je suis resté un peu dans le bien-être, où j'étais commercial pour une marque de crème, enfin de produits de beauté, ouais. Anglaise, qui l'industrie ne m'a pas plu. C'était pas un truc où j'ai trouvé qu'il y a beaucoup d'authenticité dans l'industrie. Donc t'es pas resté longtemps, quoi? Non, j'ai fait 6 mois, et puis ensuite j'ai été démarché par l'hôtel Café Royal. C'était un hôtel qui venait d'être avec une grosse histoire à Londres. Il venait d'être totalement refait. Et j'ai été démarché par François-Xavier Chauffeur, qui d'ailleurs je salue, c'était un mes boss qui m'a le plus inspiré, qui était general manager là-bas. Et il m'a pris pour gérer le spa, gérer un peu les ventes du spa et du members club là-bas. Et j'ai développé tout le spa, j'étais un peu à la base du développement de tout le côté bien-être de l'hôtel. Ensuite, il m'a même supporté quand j'ai voulu créer le poste de lifestyle manager, où j'étais le premier lifestyle manager d'hôtel 5 étoiles en Europe, il me semble. Ok. Ça consiste en quoi, un lifestyle Donc là, manager? vraiment, dès qu'on avait des guests qui venaient à l'hôtel, qui avaient ça pouvait être des soucis de santé, n'importe quelle chose qu'ils voulaient améliorer dans leur vie, quoi. On pouvait avoir une consultation ensemble, quoi. Et puis je leur faisais un programme, ça pouvait être je les mettais en contact avec nos coachs sportifs ou avec nos nutritionnistes. On avait une librairie humaine, si tu veux, de gens qui étaient spécialistes dans le bien-être. Et donc je gérais un peu les clients, je vendais l'hôtel entier, en fait. Je vendais pas les chambres ou les choses comme ça, je vendais tout ce qui était à côté. Et puis je créais beaucoup de partenariats avec les marques qui étaient autour, toutes les marques anglaises qui étaient sur Savile Row, tu vois, ça peut être les tailors, tu vois, pour faire les costumes, les choses comme ça. Donc déjà, il y avait des clients qui me demandaient je cherche un super costume pour mon mari, pour son anniversaire, des trucs comme ça. Je les amenais dans les belles boutiques ou les endroits où je savais qu'ils pouvaient trouver. Est-ce qu'on peut dire que c'était d'une certaine manière un peu un personal shopper? Enfin, tu aidais à... Non, pas que... Facilitateur? Je les introduisais au quartier, ouais. Là où l'hôtel était, on va dire. Personal shopper, non, après, c'est pas moi qui les accompagnais ou les trucs comme ça. Je pense que j'avais un rôle qui était quand même assez intéressant parce que les gens, ils se confiaient à moi. Mm-hmm. Tu sais, quand tu veux dire à quelqu'un, ouais, je suis très stressé, je suis en surpoids et je veux faire attention à ci, à ça, c'est pas facile d'en parler parfois, tu vois. Il y en a, ils en parlent même pas à leur famille, tu vois. Et ça pouvait être ça comme plein d'autres choses, vraiment beaucoup d'autres choses. T'étais dans la confidence très vite, quoi. Exactement, ouais. Donc c'était pas de la vente de ce qu'on faisait, c'était plutôt du conseil dans le sens on a ça. Et puis après, naturellement, en fait, les gens ils se dirigeaient vers ce que tu leur proposes ou pas. Et du coup, j'ai créé pas mal de relations et je t'avoue que la plupart des clients que j'avais à l'hôtel sont restés amis. Je suis toujours ami avec beaucoup d'entre eux, où on fait encore maintenant on développe des business ensemble, on fait des choses comme ça. Donc j'ai une relation, j'ai toujours eu ce côté un peu business development et vente, mais pour moi c'est toujours été à propos de l'humain. J'ai toujours et c'est ça que je pense qui m'a ramené après vraiment sur la voiture, parce que la voiture c'est bien, mais sans l'homme qui va derrière, sans l'histoire, ça reste une bagnole, tu vois. Je me fais une pub incroyable pour le podcast là. Ouais. C'est exactement ça. Qui sont derrière les bagnoles, en fait. Ouais, c'est pour ça que quand tu m'as contacté le premier truc que j'ai dit, putain, mais merci de me considérer, parce que ça me fait vraiment plaisir de partager les histoires, d'en entendre d'autres. Mais pour moi, c'est vraiment tout sur l'homme, en fait. Hein. Je pense que c'est vraiment pour les gens que tu vas pas au même café tous les matins pour le café, parce que un bon café, t'en trouves maintenant. Toutes les industries sont super compétitives, mais le mec qui va te faire ton café, tu vas créer une relation où tu vas.
Et en Angleterre, c'était au pub ou les trucs comme ça, ou n'importe où t'allais, tu vois. Des pubs, il y en avait plein, mais la bière, c'est la même partout. La bière est bonne, d'accord. Mais c'est plutôt la relation que tu vas avoir, le quartier, tu vas rencontrer les gens dans le quartier. C'est ça qui me... C'est comme ça que tu fidélises, ouais, c'est sûr. Exactement. Donc ça m'a un peu ramené à... Ça, c'est ton dernier job avant de... en entreprise, ouais, à l'hôtel. Est-ce que c'est ton dernier job au moment où t'achètes la 930 Turbo? Bah, c'était pendant ce moment-là. Et c'est là où j'ai, ouais, exactement, j'ai tendance à m'égarer. Non, c'est très bien. J'aime bien les road trips, donc j'ai tendance à partir loin. Et donc, ouais, ça, c'était le dernier job. Et ensuite, enfin, non, pas tout à fait le dernier job, parce qu'après ça, j'ai postulé pour Classic Driver, qui est un super magazine que j'ai toujours suivi, en ligne, qui est suisse, à la base. Enfin, ils sont basés en Suisse, mais ils étaient en Angleterre aussi à ce moment-là. Et ils m'ont pris pour faire tout ce qui est lifestyle, amener des clients sur les pubs, des trucs comme ça. Et puis ça bon, ils avaient des attentes, moi j'en avais d'autres. Ça n'a pas marché comme on aurait voulu que ça marche. Ça n'a pas matché, quoi, mais Enfin, ça matchait personnellement. On était sur la même longueur d'onde, notamment avec les boss, tout ça, avec les managers. Et mais c'est pas le business. Bon, il fallait plus. Fallait plus, quoi. Et puis après 4, 5, 6 mois, je sais plus, je suis parti et je me suis dit qu'est-ce que je veux faire, quoi. Et puis c'est là où j'ai commencé à développer des mécanistes. La 930 Turbo, elle est arrivée. Et la 930 Turbo, elle était déjà arrivée depuis 1 an. Okay. Et même à ce moment-là, il y avait la E500 qui était arrivée à ce moment-là, parce que j'ai acheté la E500 quand j'étais à Classic Driver. Donc vraiment tous les ronds que j'ai fait en Angleterre, plus un peu d'aide, tu vois, de la famille peut-être sur un ou deux trucs, mais tout ce que j'ai fait en Angleterre, tout ce que j'ai pas de femme, pas d'enfant. T'as tout réinvesti dans les bagnoles? J'ai tout investi dans les bagnoles. Il y en a, ils achètent des appartes, moi j'ai tout mis dans les bagnoles. Et c'était un bon moment pour acheter, parce que c'est monté, quoi. Surtout qu'il y a une histoire qui est folle derrière cette 930 Turbo, parce que tu rachètes celle de ton père, exactement la même. Là, donc le mec, quand il veut la vendre, moi je dis à mon père, c'est la voiture que je veux. C'est celle-ci, donc est-ce que tu peux m'aider à avancer l'argent, tout ça? On fait un plan, tu vois, et il me fait, vas-y, on va la voir, et il me dit, bon, le gars, ça faisait 12 ans, je crois qu'il l'avait, un truc comme ça, et on se rend compte qu'il a fait 500 km avec. Hallucinant. Il a pas roulé avec, tout ça, donc je me dis, bon, il y a sûrement une bonne révision à faire, donc on négocie le prix, on a touché un bon prix, et je la ramène à la maison. Putain, le premier lavage que je fais, mon père il me prend en photo avec, tu sais, j'ai la banane, mais un truc de fou, tu vois. Genre c'est l'enfant qui rentre à la maison, tu vois. Je me souviens, tu vois, quand je t'en parle, c'est ouais, t'as le gros smile. Ça me prend, mais c'était un rêve, c'était mon rêve d'enfance que d'un coup, putain, on arrive à le réaliser, tu vois. Et je me dis, celle-ci, mais c'est pas un investissement, j'ai jamais vu ça comme un investissement financier, c'est plutôt un investissement, c'est la voiture que si un jour j'ai des enfants, ou si... Tu veux la léguer, quoi. Je veux qu'elle reste dans la famille. Puis si j'ai pas d'enfants, j'ai des neveux ou des trucs comme ça, vas-y, je veux que ça reste dans la famille. C'est vraiment le truc qui m'a donné des sensations, très tôt. Et donc elle est revenue dans la famille, je l'ai chouchoutée, puis, elle avait besoin d'amour. Et quand le premier lavage que je fais, je la nettoie de fond en comble et tout, et puis là, siège passager, je retrouve un stylo. Et là, je prends le stylo, je fais, putain, mais ça me dit quelque chose, ce stylo. Je vois un stylo qui était vraiment oxydé, pas beau, tu vois. Et je le nettoie, tout ça, et puis c'était un stylo en argent que mon père avait paumé 25 ans en arrière. Incroyable. Pas 25 ans en arrière, mais bien 15 ans en arrière. Et il me dit, putain, j'ai toujours cru qu'on m'avait volé ce stylo. Et en fait, il était sous le siège, qu'il l'avait perdu lui. Il a vendu la bagnole. Le gars, il a jamais nettoyé la bagnole. Moi, je la rachète, je retrouve le stylo dessous. C'est fou. Donc, je retrouve des traces de mon père dans la bagnole, tu vois, 12, 13 ans plus tard. Alors là, je nettoie le stylo, je vais vers lui, je fais, je crois que t'as perdu ça, tu vois. Et là, il était sur le cul, il me fait, putain, c'est un truc de ouf, quoi. Et donc là, tu vois, ça creuse un peu plus dans l'histoire, tu vois, c'est des petits détails qui font que toute l'histoire est belle. Et puis, je me rends vite compte que la voiture, 12 ans sans rouler, 500 km, elle est encrassée, elle tourne pas rond, pas mal de trucs à faire. Bon, l'intérieur était toujours propre. Ça allait, tu vois, j'ai juste pris la poussière. Et là, je contacte un pote à mon père, je lui envoie, on démonte le moteur avec mon père, parce que mon père a toujours fait la mécanique lui-même sur ses bagnoles. Donc moi, je t'avoue que je suis pas grand mécano, mais je suis très intéressé pour apprendre. À mon niveau, tu vois, je sais très bien que c'est pas moi tout seul, je vais pas démonter un moteur, je vais pas te faire je vais pas te restaurer une voiture, mais je sais faire quelques petits trucs, tu vois. Donc là, il m'apprend à démonter le moteur, tout ça, parce que lui, il l'avait déjà fait.
Et là, on le met sur une palette, je l'envoie chez un de ses potes. Il me refait tout le moteur. On doit changer le turbo. Ils font plus les mêmes turbos que l'époque. Donc on l'upgrade. Un turbo un tout petit peu plus gros, mais bon, c'est plus ou moins on remet vraiment le moteur comme il faut. D'origine, ouais, d'origine. Ouais. Je change toutes les pièces qu'il faut. On le ramène, le moteur. Bon, je fais un petit rodage, tout ça. Je roule depuis la voiture. Elle roule à merveille. Il y a la peinture qu'il faudra refaire parce que le mec l'a laissé stocker pendant 12 ans dans un garage. La couleur est folle. Ouais, c'est assez spécial. T'en vois pas beaucoup des turbos comme ça. Tu peux redire le nom parce que je l'ai oublié encore. Il me semble, enfin chaque fois je vérifie, mais mais je crois que c'est bambou métallique. Ok, on vérifiera. C'est pas une couleur des années 80, propre à la 930 turbo, mais c'est une couleur que tu retrouves plutôt sur les 944 ensuite. Et j'ai un de mes amis, un de mes meilleurs amis je lui ai fait acheter une 944 S2 et elle a exactement la même couleur que ma 930 turbo. Donc dès qu'on se balade, donc, les deux voitures en même couleur, c'est cool, tu vois. Ouais, carrément. Donc ouais, c'est une couleur d'ailleurs, assez spéciale. toute cette histoire, il y a une vidéo qui a été faite dessus, non? Non, pas une vidéo, c'est un reportage qu'on a fait avec Type 7, Ted Gouchou, qui m'a toujours dit, elle est super cool cette bagnole, faudrait qu'on fasse un de ces quatre, un shooting. Et je lui ai dit, ce serait avec le plus grand plaisir. Et c'est vrai que ça faisait déjà 4 ans que je l'avais. Et elle était au garage et moi je rentrais assez régulièrement pour faire les réparations, pour avancer sur le projet. Et puis je retournais en Angleterre, je bossais, je revenais, j'avais mes fonds et je réinvestissais dedans, quoi. Et un jour je me suis dit putain, je roule quoi, 1000 km avec par an, tu vois, c'est pas assez. Je viens de dépenser pas mal, j'ai envie de rouler, tu vois. Et un jour j'ai dit vas-y, j'ai fait le Lyon-Londres. Je suis resté un mois avec à Londres. Je suis parti après, j'ai fait Londres, Paris, Le Mans pour les 24 heures du Mans. Je suis revenu à Paris, je suis reparti à Londres. J'ai roulé, j'ai fait le shooting avec lui. Je suis allé à Bicester Heritage. Bicester Heritage, c'est un peu la mecque de la vieille voiture en Angleterre. Et en gros, c'était il y a 2 ans maintenant. En un été, j'ai fait 4500 km. Trop bien. J'en ai profité, mais à mort, tu vois. Et Type 7, voilà, ils ont fait un super shooting, Ted qui est un super photographe. Et il a fait un peu l'histoire, on a parlé de tout ça, et ça a amené un bel enthousiasme. Après, j'ai eu le Porsche Club France aussi, qui ont fait un article sur un de leurs magazines. Je sais pas ça, tu vois, parce que Porsche, comme beaucoup de marques maintenant, en fait, tu te rends compte qu'il y a une super audience, enfin, ces jeunes, les jeunes qui sont intéressés par l'histoire, l'héritage de la marque, et qui ont vraiment des histoires en fait avec les voitures, quoi, depuis qu'ils sont jeunes, tu vois. Et puis ils aiment bien raconter, et entendre toutes les histoires des jeunes, quoi. Bah, surtout que toi, l'histoire il y a cette petite anecdote effectivement du stylo qui a un clin d'œil assez incroyable. Ouais, ça c'en est une, ouais. Ça c'est certain que ça fait une petite touche personnelle un peu plus profonde. Clairement. J'ai des photos et j'ai refait une photo de moi devant la voiture fin années 80. Où tu vois, je suis devant la voiture, mon père m'a pris en photo. Et quand j'ai eu la bagnole, j'ai refait la même photo au même endroit. T'auras les 2 photos pour j'ai les 2 illustrer. photos, elles sont sur mon Instagram, mais tu peux les voir, je peux te les montrer. Ouais. La voiture n'est pas de la même couleur, elle était à ce moment-là, elle était noire quand mon père il l'a acheté. Ouais. Et c'est mon père qui a fait repeindre. Sachant que sa couleur d'origine, tu me disais, c'était blanc, c'est ça? Ouais, j'ai fait des recherches et elle était blanche. Et je t'avoue que c'est pas une couleur que j'ai envie de... Ouais, je comprends. La plupart du temps, j'aime bien remettre les voitures dans leur état d'origine. Mais là, c'est pas le blanc sur la turbo, c'est pas foufou. Ouais. Non, c'est pas mon truc. Tu y venais doucement avant qu'on parle de cette anecdote sur la 930 turbo. T'as eu toutes tes expériences. Et finalement, tu lances The Mécaniste. Comment ça se passe un petit peu? À ce moment-là, j'ai dépensé tous mes ronds dans les bagnoles. Toute mon énergie dans les entreprises, mais je me suis fait un bon réseau, j'ai une bonne approche de tout ce qui est marketing, communication, un peu dans le luxe déjà par rapport à l'hôtellerie. Le truc que je sais, c'est que je me suis rapproché de beaucoup de business sur Savile Row, par exemple, donc tout ce qui est l'artisanat, tout ce qui est le tailoring, tout ça, les gens, c'est vraiment les histoires des gens qui m'intéressent. Et je me dis, après Classic Driver, je me dis, j'ai envie de faire un truc vraiment, c'est à propos des gens, quoi. Et avec un petit budget, je me dis comment je peux commencer un truc autour de l'automobile. Premier truc que je fais, c'est je me dis il faut que je le brand, tu vois, que je crée une marque en fait, un truc, parce que je voulais pas le faire autour de moi. J'avais pas envie de créer un truc autour de, tu vois pas ma tête sur mes réseaux sociaux de mécaniste. Ouais, je t'ai trouvé sur LinkedIn. Ouais, voilà, parce que j'ai pas, plein de monde me dit ouais, tu devrais te mettre en avant parce que ce que tu dégages, en fait, c'est l'air d'être authentique, tout ça, mais je me dis, ouais, mais je préfère mettre en avant les gens avec qui je bosse que moi-même. Je sais pas si c'est de la timidité ou
parce que je suis pas timide en général. Mais c'était pas un désir au départ. Et donc je me suis dit comment je peux commencer quelque chose autour de la voiture. Donc le premier truc, j'ai réfléchi à un nom, tout ça. Et un de mes meilleurs potes qui est assez créatif dans tout ce qui est logo, nom, tout ça, ils m'aident bien. Et on crée des mécanistes. Le logo, j'ai pas peur de le dire, est très inspiré du logo Jaguar années 50 avec la tête de Jaguar au milieu, la couronne de laurier marqué il y a des codes, en haut. Des codes. Ouais, totalement. Le spinner au milieu, tu vois, c'est très inspiré de l'automobile anglaise en fait. Mais tu reviens sur tes premiers amours, à savoir la XK150 dont tu parlais. Exactement. Ça m'a complètement drivé quoi. Et donc je crée ça de mécaniste, ça me plaît bien, j'aime bien le marketing que je crée un peu autour de ça. Ça s'est fait en 1 mois et demi quand même, ce qui est assez rapide au final. Clairement. Et puis je me dis qu'est-ce que je vais faire. Puis au début je commence à poster des photos parce que je pense que j'avais un sens esthétique des choses, un peu comment bien sélectionner des belles photos, mettre les choses, enfin le lifestyle autour de l'automobile qui me plaisait. Pour créer une communauté autour de ça. Exactement, pour inspirer les gens sur. Et puis ce que je voulais, c'était faire juste des petits. J'ai jamais voulu être un magazine. Ayant bossé à Classic Driver, j'ai vu ce que c'était. Je trouve ça bien, mais c'est pas un métier c'est pas là-dedans qui m'intéressait. C'est pas ça qui m'intéressait. Moi, ce que je voulais, c'était peut-être un jour ouvrir mon workshop et être classic car dealer, tu vois, vendre un peu, acheter, revendre des voitures, mais vraiment des voitures qui m'inspirent. Et pour ça, faut quand même un budget où faut être dedans un peu depuis un moment. Puis mon père, d'accord, il a vendu de l'huile, des trucs comme ça, mais l'huile moteur, mais on n'était pas dedans. Et nous, tout ce qu'il a fait, toutes les voitures qu'il a eues, ça a toujours été vraiment perso, quoi, toujours discret. C'était juste pour lui, pour se balader avec la famille, les trucs comme ça, mais rien de. Et du coup, j'ai regardé pas mal de choses, et puis j'ai vu pas mal de marques à ce moment-là, il y a 3-4 ans, tu voyais pas mal de bracelets sur le thème nautique, tu sais, les encres de bateau, les trucs comme ça, et puis les comptes Instagram. Et il y a eu pas mal de marques qui se montaient, c'était vraiment des marques Instagram en fait. Et j'ai vu pas mal le contenu qu'ils postaient, la façon de faire les photos, tout ça, je me suis dit, putain, c'est joli, c'est bien fait, puis ça a pas l'air d'être trop compliqué, tu vois, faire un truc comme ça. Jusqu'au jour où je découvre qu'en fait, se lancer dans l'industrie de la joaillerie, enfin le bijou, quoi, c'est une des industries les plus compétitives au monde. Vraiment, c'est un truc de ouf. Mais bon, bref, à ce moment-là, je me dis, je vais faire ça encore avec les gens. Et je fais des recherches en Angleterre. J'habitais toujours à Londres. J'avais pris mon appart tout seul à ce moment-là. J'étais vraiment indépendant. C'était vraiment le moment où je me dis, vas-y, je vais m'isoler dans mon appart et je vais bosser tout ça. C'est le moment où j'ai pris un chien aussi. Je passais 24 heures sur 24 avec mon chien et puis à bosser. J'ai un petit lévrier, un Whippet, lévrier anglais. Ok. C'est le meilleur chien du monde, c'est de la balle, ce chien. Il est resté à Londres? Non, là, il est avec ma copine dans le Jura, là. Et du coup, j'avais mon chien, tout ça, bref, la belle vie. Et je cherche en Angleterre quel est le meilleur endroit pour faire des bijoux, quoi, pour créer tout ça. Et puis je me rends compte que Birmingham, t'as le quartier des bijoutiers, qui est très populaire, tout ça fait depuis des années que ça se passe là-bas. Puis après, t'as quand même des quartiers de bijoutiers à Londres, mais dès que t'es dans Londres, c'est pas tout à fait les mêmes prix après. Donc là, je loue une voiture, je vais à Birmingham, j'avais pris rendez-vous avec 3 entreprises, et je rencontre 3 entreprises, 3 artisans, enfin des artisans, il y a une entreprise, c'était quand même 150 dedans, une autre, ils étaient 70, et la dernière, ils étaient 8. Et ça m'a pas trop étonné, je suis parti avec ceux où ils étaient 8. Ouais. Le côté artisan. Complètement. Père en fils, enfin ça faisait 3 générations, ouais, il y avait une histoire derrière. Et je me suis super bien connecté avec eux. J'ai dit, j'ai un super ami à moi en Angleterre qui m'a joint tout de suite en tant que, il est parti un peu dans le business, quoi. Et qui lui il est architecte dans un très très grand cabinet d'architecture. Donc tout ce qui est design 3D, tout ça, le mec c'est Toiture, quoi. Ouais. Il te fait des bâtiments il crée des bâtiments des musées à Dubaï, si tu veux, des trucs comme ça. Donc, dès que je lui ai demandé de faire une petite pièce, un volant, il a rigolé, quoi. Ouais, il m'a fait ça, mais un niveau de détail, mais pousse-toi, quoi. Et dès que je suis allé voir l'artisan, j'ai monté mes designs. Et je dis toujours ça, à chaque fois que je bosse avec les gens, je dis, chacun son métier. Moi, je viens vers toi, j'ai une idée, mais je suis pas fixe sur mon idée. C'est-à-dire que je veux que tu apportes ta patte, en fait. Tu me dises comment on peut l'améliorer, l'idée, et comment on peut la rendre vraiment propre à l'identité de mon entreprise.
et à ton identité à toi, en fait, que vraiment que tu te sentes capable de le faire et confiant qu'on puisse faire ça sur le long terme, et que si d'un coup je le développe bien, qu'il y a beaucoup de ventes, et ben que tu puisses suivre, quoi. Et tu sois fier du projet, quoi. Exactement. Et là, je suis parti avec cette famille, des artisans qui sont pas, je les considère comme ils font partie de mon équipe, en fait, parce qu'on est vraiment en contact régulier, et c'est eux qui m'aident à développer mes produits, mes ci, mes ça. Et donc je leur ai montré les designs. On a commencé par en faire un. Au début, c'était un design tout simple, volant basé sur le volant de la Jaguar. J'avais demandé avec le 5 trous, qui était très difficile à faire pour une taille de volant aussi petite. Et ils ont réussi à le faire. Au début, je t'avoue que c'était pas aussi beau que ce que je voulais. Et maintenant, ils me font des trucs qui sont... maintenant, on a fait plusieurs milliers de bracelets, donc la qualité, j'en suis ravi, quoi. C'est nickel. La preuve, c'est que j'ai pas pu en voir aujourd'hui, puisque c'est sold out tout le temps, quoi. Ouais, putain, je suis désolé. Mais enfin, je suis pas désolé. Non, c'est trop bien. Mais non, ouais, non, c'est vraiment cool la qualité qu'ils ont réussi à faire, à développer. Et puis en fait, je le vois par rapport au premier bracelet, par rapport à maintenant. Mais c'est 3 fois mieux, quoi. Vraiment. Et c'est eux qui m'ont dit, mais il faut qu'on mette de l'émail dessus, tu vois. Parce qu'à l'époque, les vieilles voitures, t'avais il y avait de l'émail ils faisaient des écussons, ils faisaient plein de trucs autour de la bagnole. Et donc c'est eux qui m'ont amené l'idée de mettre de l'émail. On a pas mal planché sur pas mal de trucs. En fait, vous avez amélioré au fil du temps, c'est-à-dire que vous avez commencé... De toute façon, c'est toujours pareil, ta première version est jamais folle. Exactement. C'est marrant, on en parlait en off, mais je vais faire le parallèle avec ce podcast. Et j'ai été critiqué à juste titre, vraiment à juste titre, sur le son du podcast. Ouais. Parce que je me suis lancé sans rien comprendre à ce business et comment on enregistre un podcast. Quand vous écouterez ce podcast aujourd'hui, celui-là qu'on enregistre maintenant, il n'y aura plus aucun souci. Mais voilà, je l'assume totalement. C'est une manière de se lancer vite. Et c'est totalement ça. Et puis, je pense pas que ce soit des erreurs, moi. Je pense pas non plus. Je pense que c'est l'expérience, comme on dit, tu vois. Enfin, je suis pas non, je pense que c'est exactement ça. Dans tous les métiers que tu vas, dans toutes les choses que tu entreprends, tu vas en foirer pas mal. Et puis tu vas les améliorer. Et puis c'est ça qui est bien, c'est que voilà, c'est évolutif, c'est organique, quoi, ça évolue. Et dans ton boulot comme dans le mien, au final. C'est exactement ça. Et donc, ouais, pour en revenir à ça, donc là, vous êtes, au démarrage, vous êtes 2. Lui, il a son boulot à côté. Toi, tu te mets à plein temps dessus assez rapidement? Ouais, je me mets à plein de temps dessus assez rapidement. À côté de ça, je fais quand même des petits boulots parce qu'en business, tout ce qui est marketing, tout ça, je me démerde bien. Communication, je me démerde bien. Pour vivre, en fait. Hein. Ouais, exactement. Pour vivre à Londres, il vaut mieux faire du blé parce que un appart, c'est vite cher. C'est même très, très vite cher. Donc, ouais, je prends des risques. Je t'avoue que j'avais un peu des savings, tu vois, de l'argent à gauche qui est parti, qui a vite flambé. Mais je la regrette pas. Dans le sens où c'est pour ça que j'en suis là où j'en suis aujourd'hui. Prendre des risques, en fait, c'est ça. Et puis pas avoir peur. Et puis même si je me suis toujours dit, même si ça doit capoter, tu vois, si ça foire, aucun problème. Parce que j'ai pris une expérience que je sais comment je veux pouvoir rebondir et je sais que j'ai d'autres idées où il y a d'autres trucs. Le projet peut toujours évoluer. Et donc, le projet, voilà, 3 ans plus tard, ouais, ça fait plus de 3 ans. On a, je sais pas combien de lignes de bracelets maintenant. Enfin, de designs différents, et on s'apprête à lancer d'autres choses. Et comment ça a vraiment démarré? Quel moment a été un peu marquant sur on va dire, le début d'une traction marché, si on peut dire ça comme ça? Quand j'ai commencé à faire les bracelets, j'ai eu les premiers prototypes, et j'ai commencé à l'annoncer sur Instagram. Et franchement, je savais pas s'il y avait un marché, je savais pas si les gens ils allaient aimer. J'ai été naïf un peu. Tu me disais que t'avais fait une mauvaise étude de marché, clairement. Ouais, totalement. Parce que j'avais regardé sur Internet et puis j'ai vu sur Amazon, il y avait des bracelets faits à Taïwan ou des trucs comme ça, des volants qui étaient pas... Donc je me suis dit, ouais, c'est tranquille. Et puis rapidement, quand j'ai lancé mon produit, il y a des gens qui m'ont tagué sur d'autres photos de concurrents. Et puis je me suis dit, il y a d'autres gens qui font ces bracelets. Et ma première réaction était, putain, mais c'est génial. Si j'ai des compétiteurs, il y a un marché. C'est clair. Et donc ça m'a donné de la motivation dans le sens où je me suis dit, au moins je sais que je suis pas tout seul et on peut, enfin tu vois, il y a quelque chose quoi autour de l'automobile quoi. En fait, ta preuve marché, t'es allé la chercher un peu sans le vouloir justement parce que tu avais fait une mauvaise étude de marché. Exactement. C'est mon meilleur ami qui m'a pointé sur d'autres trucs et puis je me suis vite rendu compte au final qu'il y avait 4, 5, 6 marques qui faisaient des trucs similaires à leur façon. Et puis moi je me suis dit c'est nickel tu vois. Et puis après j'ai continué à bosser sur créer la communauté,
me connecter sur les gens, toujours pareil. Et puis j'ai commencé à faire des petits articles. Les petits articles, c'était plus pour... ça parlait de l'automobile. Bon, je t'avoue qu'on a fait des articles, il y en a qui ont super cartonné, et qu'on a créé il y a 2 ans. Et j'ai toujours 500 personnes par mois qui vont sur l'article. Donc ça m'impressionne quand même, tu vois. Alors qu'il y en a d'autres, je pense que jamais personne va retourner lire l'article. Il y en a toujours des mieux que d'autres. Exactement, mais ouais, voilà, mais on a toujours fait, enfin, je faisais avec les moyens du bord, j'ai pris des stagiaires qui m'aidaient, enfin, il y a eu pas mal de monde qui m'a aidé, j'ai rencontré pas mal de monde en Angleterre. Ce qu'il y a, c'est qu'en Angleterre, t'as vraiment une communauté de jeunes, putain, j'ai rencontré des mecs, ils ont 20 ans, mais ils connaissent plus sur les bagnoles que beaucoup de gens prétendent connaître, et qui peuvent en avoir 50 ou 60, tu vois. Et avec une passion qui est beaucoup plus authentique, avec un truc qui, ouais, c'est poussé. Les Anglais, ils ont vraiment ça pour la bagnole, et ça, j'aime beaucoup. Sur tous les événements, ils aiment bien s'habiller correctement, ils aiment bien être dans le jus, tu vois. Ils aiment bien dans le truc. British style. Ouais, franchement, bah tu vas à Goodwood Revival. J'aimerais bien y aller un jour. Bah putain, bah dès que ça rouvre, tu viens avec moi. C'est avec grand plaisir. Ah ouais, c'est incroyable. Et ben, tu passes 3 jours dans les années 50-60 là-bas. Tout le monde est habillé correctement. Les gamins, tout le monde a le cravate, le nœud pape, les femmes, elles ont des belles robes et tout. C'est vraiment une célébration de la vieille automobile, du vieux temps, tu vois, des années 50. Ouais, t'as une nostalgie, quoi. Ah, c'est magnifique. Et ça me fait rêver. Et donc, du coup, j'ai rencontré beaucoup de gens, notamment Amy Shore, que j'en parlerai plus tard. Amy Shore, un grand photographe automobile. Ouais. C'est une des premières photographes que j'ai rencontrées en Angleterre, et je lui ai dit, je suis allé la voir, je l'ai vu sur un événement, je lui ai dit, j'adore ce que tu fais. Elle était pas encore aussi connue sur les réseaux sociaux qu'elle est maintenant. Et je lui ai tout de suite dit, putain, je suis fan. Grand fan de ce que tu fais, tout ça. Et on a bien accroché, on a bien discuté tout ça. On est resté un peu en contact. Et depuis, elle est un peu ambassadeur de mon entreprise aussi. Elle aime bien ce que je fais. Et on s'est supporté, on se donne des coups de main dès qu'on peut, tu vois. Et aujourd'hui, on travaille ensemble sur le projet de... Tu peux en parler si tu veux. Bah ouais, j'ai lancé cette année avec deux mécanistes et avec Amy et avec Drew Gibson, qui est un super photographe aussi motorsport. J'ai lancé le IAP Awards, qui est les International Automotive Photography Awards, qui est une compétition en fait de photographie où c'était pendant le confinement. Il y a beaucoup de gens qui se sont dit confinement, je vais me mettre un peu en vacances. Et moi je me suis dit, il y a pas moyen. J'ai que, tu vois, mon entreprise et il faut que je crée j'avais envie de continuer de créer, quoi. Et puis, je me suis mis à la photographie il y a 4 ans, à peu près. Vraiment plus il y a 2 ans et demi, quand j'ai démarré de mécanique, je me suis dit, il va falloir que je crée mon contenu. Donc, il va falloir que je m'améliore en photographie. Donc, comme tout entrepreneur, j'ai passé des heures et des heures sur YouTube. Essayer de comprendre... Ouais, comprendre la photographie. J'ai acheté une première caméra, une petite Sony, et puis j'ai shooté. J'ai pas dû passer peut-être 50 heures sur YouTube au départ, sur les 2 premiers mois, tu vois, à comprendre comment ça marchait, tout ça. Et en shootant à mort, je me suis amélioré, puis je me suis pris de passion. Je suis quelqu'un qui est assez passionné en général. Dès que je me lance dans quelque chose, j'y vais Tu vas à fond, ouais. Ouais, franchement. Jusqu'à quand que j'ai fait le tour, et puis parfois tu te mets à stagner, et puis je vais sur quelque chose d'autre, mais j'y reviens toujours. Je reviens toujours un peu à ces passions-là, tu vois, ça va, ça vient. J'adore la calligraphie, j'adore la photographie. Je joue aux échecs depuis 2013, ça vient. En ce moment, je suis complètement obsédé par les échecs. Mais j'ai un pote qui vient de se lancer dans le coaching, parce que c'est un très grand joueur. Et il partage, si tu veux, il a un compte maintenant, il partage ses parties en stream un peu, quoi. Ouais. Surtout qu'il y a une vraie tendance sur les échecs avec la série. Exactement. Je me souviens plus du nom, mais... The Queen's Gambit. Exactement. Qui a fait un buzz incroyable. Super série, j'adorais. Ouais, c'était très cool. Très cool. Bon, il y a ce petit... Bon, bref, on va pas parler. Tu m'en parleras parce que ça m'intéresse. Je joue. Ouais, je te montrerai. Je dois étudier les échecs. Parce que j'étudie, je lis les bouquins, tout ça. Je suis vraiment, peut-être, je dois passer 1 heure par jour dedans, tu vois. Lui, il en fait depuis tout petit. Il a été dans les championnats. Enfin, il a été à un très bon niveau. Moi, c'est ce que je connais le nom, tu me diras tout à l'heure. Ouais, je sais bien. Mais, je salue d'ailleurs Samuel Malka. Comme ça, il aura c'est super. Et du coup, donc grosse passion. Je suis passé, la photographie, c'est quelque chose qui représente pas mal de temps dans ma vie. Aujourd'hui, je fais de la photographie beaucoup argentique. Je développe mes propres photos. Vraiment, je pousse le truc, tu vois. Et j'ai voulu créer donc quelque chose aider à promouvoir les jeunes photographes. En fait, parce que je me rendais compte avec de mécaniques, c'est en ligne, il y a un contenu. En fait, on est submergé de contenu sur les réseaux sociaux. Et Instagram, t'as beaucoup de photographes qui savent pas se mettre en avant et qui ont un talent de ouf.
Et des jeunes et moins jeunes, enfin il y a toutes sortes d'âges. Et moi, ce que je voulais faire, c'était me connecter à ces gens et dire si si vraiment t'as du talent, tout ça, et t'as de la passion, moi je veux bosser avec les gens comme ça, tu vois. C'est ça qui m'intéresse. Encore une fois, c'est les gens. Et puis le business que j'ai créé, encore une fois, moi je dis jamais que je suis le premier à créer des choses ou quoi que ce soit. Je pense que ça a toujours été fait d'une façon ou d'une autre, ailleurs dans le monde. Et là, j'ai créé ce truc où tu payes. En fait, je suis obligé de faire payer les gens une minimum fee, tu vois, pour rentrer, pour mettre des photos dans la compétition. Ouais. Parce que sinon les gens ils te vident, quoi. Mais exactement, parce que sinon les gens ils te vident leur contenu photo de leur téléphone et puis tu te retrouves avec 1 million de photos il y a pas tout qui est bon, quoi. Donc là, c'est 2 pounds par photo, plusieurs catégories. Donc on avait atmosphère, beauty, car spotter, parce que car spotter c'est un gros truc, ça se développe vachement, surtout à Londres. Enfin, clairement, il y aura un épisode qui va être tourné sur ce sujet, justement. Franchement, je te mettrai peut-être en contact avec le gagnant de la photographie car spotter. Ah bah carrément. Pourquoi pas. J'ai fait un truc under 18, moins de 18 ans, parce que je pense que ce que je veux attirer, c'est les jeunes aussi. Il y a des talents dans la photographie de moins de 18 ans, mais pousse-toi devant. Vraiment, c'est incroyable. Et enfin bon, on a fait pas mal et motorsports. Et donc on a fait plusieurs catégories, on a créé ça et on a lancé ça. Ça s'est fait super vite parce que j'ai créé ça. J'ai eu l'idée en mai. En juin, j'ai finalisé un peu avec qui j'allais le faire. Donc j'ai cofondé ça avec Amy Drew. Et ensuite, j'ai lancé le site internet, j'ai contacté Bentley, j'ai contacté Nikon et 2 autres marques. Pour sponsor. Et tous ceux que j'ai contactés, je leur ai fait le business plan, enfin je leur ai montré le business plan et ils m'ont tous suivi directement. Même pas de négociation, rien du tout. Ils ont dit, c'est génial. On te suit, on va voir ce que ça donne. Et on a quand même levé des super sponsors. Bentley qui dessus, c'est déjà classe quand même. Ouais, franchement, c'est pas mal pour une première année. C'est clair. Et je t'avoue d'avoir Amy et Drew aussi derrière. De mécanisme, c'est déjà quand même ça commence à faire son petit bonhomme de chemin, tu vois. Et puis donc tu peux déjà nous dire qu'il y aura une deuxième année, il y aura une deuxième édition. Ouais, direct. Trop bien. Ouais, c'est tellement de fun. On a découvert des gens incroyables. Et puis l'engouement qui a pris parce qu'on a fait des thèmes, on fait des thèmes toutes les semaines. Donc là, cette semaine par exemple, c'est IAP Black and White. Donc tout le monde a hashtag le IAP Black and White et il poste les photos, puis nous on reposte les bonnes photos, celles qu'on aime bien. Et à la fin de la semaine, on prend un gagnant. Donc là, tu gagnerais, c'est juste pour promouvoir les photographes en fait. Là, tu vois, c'est gratuit. Et après, donc le samedi, on poste le gagnant et le dimanche, on fait une sélection des 10 meilleures photos. Parce que vraiment, le but, c'est vraiment de promouvoir pas qu'un photographe, mais Donc ça serait un concours sur toute l'année en fait. Là, c'est toute l'année, on fait de la promotion comme ça. Mais la compétition, elle s'est réellement passée entre le 15 octobre et le 20 décembre. On l'a fait un peu plus long cette année. L'année prochaine, ça sera sûrement que sur 4-5 semaines. Mm-hmm. Parce que là, on pensait que il fallait un peu plus de temps parce que c'était nouveau. Ouais, et puis c'était l'année Covid. On a dit on va laisser un peu le temps de se faire connaître. Et on a lancé ça. Et puis je t'avoue que quand tu lances un nouveau projet, encore une fois, étude de marché basique, quoi. Je savais qu'il y avait d'autres concours photo, mais je vais jamais me comparer à un concours photo fait par Sony, tu vois. Ils ont une audience qui est monstrueuse, tu vois. C'est clair. Et je lance ça et puis je me dis je peux pas vraiment baser mes résultats sur rien, quoi, sur mes espérances. J'aime pas avoir d'espoir. Je crois pas en l'espoir. Et tu travailles pour les choses, en fait. C'est ça mon idée. Je veux pas avoir d'attente parce que je veux pas être déçu. Et je préfère être surpris. C'est vraiment mon idée mon approche des choses. C'est toujours pareil, mais tu sais, on parle des fois de chance, mais la chance, tu vas la chercher, donc c'est juste un alignement au bon moment, mais t'es allé le chercher quand même, t'as le provoqué. Ouais, j'ai fait beaucoup de sport. Enfin, le sport, ça a été aussi une grosse partie de ma vie, en bonne compétition, au basket notamment. T'étais meneur? Non, j'étais lié. Je sautais bien haut, donc je vais lier. T'as une bonne détente. Ouais. Et on disait toujours, en fait, t'as beaucoup travaillé. Enfin, tu travailles, et puis après, la chance, t'as la chance, la chance, je l'ai eu grâce à tout le travail qui était derrière. Ouais, exactement. Mais, et pour en revenir à la photo, à l'IAP, secrètement, mon objectif, c'était d'avoir au moins 1000 photos, dans la compétition. Mm-hmm. Qui, je me disais, c'est bien, mais c'est pas non plus énorme, parce qu'il y a des compétitions photos où t'as beaucoup plus de monde, mais je me disais, la première année, je pouvais pas garantir plus. Et on a fait les 1000 photos après 3-4 semaines. Et la compétition durait 2 mois, un truc comme ça. Ouais. Et dans les 3 derniers jours de la compétition, on a fait encore 2000 photos en plus. Donc on a tapé les 4000, un peu plus de 4000 photos. Et ce qui vous a fait du boulot de sélection quand même. Ouais, ça nous a pris un bon moment quand même. On a passé quasiment 2 jours, je dirais. On a fait une journée totale en vidéoconférence avec les autres cofondateurs pour tout revoir. Mais on avait déjà fait une présélection chacun. Et là, ça y est, on a la sélection finale. Et on a plus ou moins, je pense, le gagnant. Qui sera annoncé quand ? Le 3 février. Là, je vais réfléchir si cet épisode sera sorti, je suis pas sûr.
Pas sûr. À mon avis, le résultat sera déjà annoncé. Bah, peut-être que tu pourras mettre le lien pour que les gens voient la sélection. Ouais. Parce que je pense que ça va être une très belle sélection. Et ouais, donc non, au final, c'était vraiment du positif. C'était une super expérience. Et les gens sur les réseaux sociaux, le nombre de messages qu'on a reçus par rapport au weekly theme, les thèmes qu'on fait pas toutes les semaines, tous les gens, c'est super initiative. Ça nous, dans des périodes comme ça garde les gens un peu créatifs, quoi. Ils retournent voir leur contenu qu'ils ont créé il y a des années, et ils le repostent, ils retravaillent, ils les mettent en noir et blanc, on fait des thèmes sur la vitesse, ça peut être des thèmes sur low light, tu vois, enfin plein de choses sur basse lumière, les trucs comme ça. Et donc ça fait travailler les photographes, et c'est peu importe la voiture, hein, ça peut être une vieille Citroën, un vieux van ou une super Ferrari. Oui, puis la passion automobile, parce que j'imagine que c'est que des passionnés, hein, finalement. Bah ouais, si t'es photographe voiture en général. T'as un petit attrait pour l'objet quand même. Ouais, quand même. C'est une super aventure pour l'instant, et je pense que la deuxième année, ça va être encore mieux. Vraiment du bonus, quoi. Et puis on s'est vachement rapproché justement avec les deux autres cofondateurs. On a une super entente. C'est très très cool. Pour revenir au début de The Mechanist, parce que ça c'est un projet qui est rattaché, mais c'est pas, on va dire. Enfin, The Mechanist, c'est un peu une pieuvre qui pourrait avoir plein de projets de toute façon. Complètement. Le premier, donc t'en parlais tout à l'heure, la joaillerie. Ouais. Très vite, t'as été approché par des noms très sympas qui t'ont permis de te lancer. Je pense au Mans. Ah, bah ça a été une surprise extraordinaire. 6 mois après que j'ai lancé le bracelet, la collection en fait, il y a l'ACO qui m'a contacté en me disant on aime beaucoup ce que tu fais. Tu peux dire ce que c'est l'ACO pour l'Automobile Club de l'Ouest. Exactement. Qui est propriétaire des 24 heures du Mans. Et ils ont pas mal de partenariats, pas mal de licences en fait, de licenciés, de marques avec qui ils travaillent. Et ils m'ont dit on aime beaucoup ce que tu fais, est-ce que tu serais capable de faire une version des 24 heures du Mans? J'avais aucune idée si j'étais capable, j'ai dit ouais, direct. Et en fait j'ai travaillé avec mon artisan, voir si on pouvait mettre de l'émail tricolore, bleu, blanc, rouge. J'ai travaillé autour de refaire la boîte, enfin faire un truc un peu autour de ça. J'ai créé un certificat d'authenticité sur les produits, tout ça. Et ça a pris quelques mois quand même pour faire le truc. Je crois qu'ils m'ont contacté en octobre. C'est simple, j'avais lancé le produit officiellement en septembre. Ils ont dû me contacter, le premier email peut-être tu vois, même pas 6 mois, je crois, en novembre ou décembre de la même année, 2017, et le produit était prêt en mai, l'année d'après, 2018. Donc, ça a pris quand même du temps. Ouais, tu m'étonnes. Mais quand t'as Le Mans qui te contacte pour moi, j'ai dit, mais attendez, mais la joie, c'est d'être reconnu aussi rapidement par une grosse marque qui sont intéressés de faire un truc avec moi, je me suis dit, mais c'est génial. Le Mans qui a une histoire qui est très liée aux Anglais, hein. Les Anglais vont au Mans, les Anglais ils investissent énormément sur les 24 heures du Mans. Donc ils sont en partenariat avec beaucoup de marques d'ailleurs qui viennent de partout, des super marques. Et puis maintenant on a fait 3 ans de partenariat, et puis là je viens de re-signer pour 3 ans, quoi. Génial. Et on devrait se préparer à faire quelque chose de sympa pour les 100 ans du Mans en 2023. Ils m'ont demandé de faire un truc un peu plus spécial. Okay. Donc on va voir ce qui se passe. On travaille sur des trucs, mais ça va. On prend aussi le temps, tu vois. Ouais, bien sûr. La créativité vient quand elle vient, en fait. Je pousse pas trop les choses. C'est excitant pour la suite, quand même. Ouais. Et puis effectivement, comme tu dis, c'est une énorme reconnaissance. C'est un nom qui est mondialement connu, qui est mythique. Ouais, enfin, ça te donne une crédibilité instantanée. La street cred. Ouais, complètement. Ça te met tout de suite ça te pousse dans une autre dimension. Bon, après, je vais t'avouer, il faut vendre, hein, parce que c'est ta responsabilité après de commercialiser le produit, de le faire, de développer les ventes, tout ça, parce qu'au final, c'est un business que tu gères. Et si tu fais pas de vente, Puis ça n'a pas dû être le cas tout de suite. T'as pas dû vendre des milliers. Non, ça a pris. Là, on a de la chance maintenant, c'est que on est vraiment en croissance positive tous les mois. Enfin, ce que tu fais, c'est du mois de janvier par rapport au mois de janvier l'année dernière. Tu vas pas comparer le mois de janvier à ton mois de décembre qui est juste passé. Mais on a une croissance très positive. Et ça, c'est bien. Et Le Mans, ça a totalement aidé. Le Mans, maintenant, ils sont dans nos top 3 de vente. Ouais. Le premier, comme je te disais, c'est le British Racing Green. Très belle couleur. Ouais, j'adore. Il est très simple, mais il plaît à tout le monde. Parce que je pense que c'est important, tu vois, de bien insister sur le fait que quand t'as lancé The Mechanist, t'en vivais pas, en fait. Non, pas du tout. Comme tu le disais, t'avais des activités à côté pour vivre. Ouais. Et tu commences à peine à pouvoir en vivre maintenant. Ouais, voilà, ça fait quelques mois que maintenant, je dirais milieu de l'année dernière, ça commençait vraiment à se décanter. 3 ans après. Ouais, quasiment 3 ans après, ouais, exactement. En fait, c'est toujours ça, en fait, c'est que tu commences à faire de l'argent, mais tu le réinvestis pour développer plus de choses. En fait, tu t'es toujours un peu
à la limite, quoi. Sur le fil du rasoir. Exactement, donc faut toujours faire attention. Je pense que j'ai fait un bon choix de quitter l'appartement à Londres au début du confinement, parce que il y avait un très gros coût de revenir me mettre en France, dans la maison de famille, mettre au vert tout ça, et puis concentrer tout mon temps vraiment sur le boulot, sans avoir à penser trop à comment je vais payer le loyer. Ça, c'était un luxe aussi, d'avoir parce que je pense à tellement d'amis qui sont restés à Paris, à Londres ou quoi que ce soit, dans leurs 20 mètres carrés, tu vois, payer des sommes astronomiques sans pouvoir bosser. Donc ça a été vraiment un luxe et une bonne décision de ma part et de ma copine. Et là, c'est là où l'année, on a réussi à faire partir le truc. Et là, l'année dernière, on a explosé les chiffres. Mais aussi, je bosse plus en plus j'ai plus en plus de monde qui rentre dans le projet, quoi. Maintenant, je suis en train de prendre un mec qui va être un peu chef éditeur. Oui, tout à fait. Où on va faire un peu plus d'articles, mais ça va être très structuré, ça va pas être trop d'articles. Je suis pas intéressé par faire un magazine, comme je disais, mais c'est plutôt pour continuer à parler des gens, en fait. C'est des articles sur l'humain, en fait, qui est derrière la voiture. Bien sûr, ça va parler beaucoup de voitures, mais ça va être comme ça, très sur l'humain. Et ça va être qu'une fois par semaine ou peut-être toutes les 2 semaines parfois. Faire du beau contenu photo, ça va être créer plus de produits, c'est-à-dire là on a des lignes de vêtements qui vont sortir aussi. Les bijoux, je pense qu'on a fait quand même pas mal de trucs volants, parce que maintenant on a couvert pas mal de sortes de différents de formes de volants différents. J'en ai 2 autres qui doivent sortir, qu'on a fait mais qui sont pas encore sortis. Une fois qu'on aura fait ça sera déjà pas mal. Et maintenant je commence à être contacté par pas mal de revendeurs à travers le monde, en fait. Ça peut être en Allemagne. Pour l'instant, tu vends que en direct? Non, j'ai quand même, on vend via 10-12 plateformes. Ok. Notamment The Rake Magazine, qui est un gros magazine en Angleterre de lifestyle, qui m'a suivi aussi très rapidement. Il y a eu Galerie Stradal qui était en France pendant longtemps. Il y a Benzine que t'as vu hier. Exactement. Que je salue, j'adore ces gars. Anthony David et toute leur équipe. Ils m'inspirent. Ça, tu vois, c'est le genre de gars avec qui je bosse qui m'inspire. Parce que, pareil, il se lance dans quelque chose qui est un peu nouveau et avec une passion qui est affolante, quoi. Tu peux rien faire contre des mecs passionnés comme ça. C'est clair. C'est rouleau compresseur. Et ça, c'est génial. Ça, j'adore les mecs comme ça. Donc ouais, il y a pas mal de mecs qui sont joints au projet. Puis là, j'ai des gars qui chargent un peu, qui mettent sur le marketing, sur les trucs comme ça. Et j'ai quand même une grosse main mise sur la plupart des opérations, sur tout ce qu'on fait, en fait. Où je passe énormément de temps sur chaque partie, en fait, que ce soit la conception, le design, la vente. Plusieurs jobs, en fait. Ouais, bah totalement. Ouais, t'apprends à tout faire. T'as pas le choix, de toute façon. T'apprends à tout faire. Bah YouTube, comme je te disais, j'apprends tout sur YouTube. Littéralement, tu sélectionnes après, mais t'apprends. Si t'as envie d'apprendre, je pense qu'aujourd'hui, ça c'est vraiment important. En fait, faut être ouvert à vouloir se remettre en question, à apprendre les choses, surtout quand t'es jeune entrepreneur. Parce que, comme je disais, chacun a son job, mais bon, tu peux toujours apprendre à faire les bases, en fait, ou au moins à comprendre le sujet. Ensuite, tu demandes à quelqu'un de t'aider vraiment pour faire la chose plus poussée. Mais si t'as envie d'apprendre, il y a tout qui est disponible. C'est vrai qu'on a des ressources qui sont extraordinaires. On vit dans un moment où, tout ne va pas bien, mais je veux dire, on a quand même une chance. Si t'as envie d'apprendre, tu peux vraiment, en fait, ça dépend que de toi. C'est une très belle conclusion d'entrepreneur. Pour finir un petit peu, revenir à ton côté perso et revenir sur les bagnoles, forcément. Ouais. Sur l'automobile. On a pas mal parlé de la 930 Turbo. C'est sûrement si je te posais la question quelle est la voiture qui t'a sûrement le plus marqué, tu me répondrais sûrement celle-là, j'imagine. Ouais, de loin. Mais est-ce qu'il y a des autos encore je suis sûr qu'il y en a, qui te font rêver? Et est-ce qu'il y en a peut-être une qui te fait particulièrement rêver? Ouais. Mais elle va être dure à atteindre. Okay. Mais c'est un rêve. Mais alors, là, c'est le genre de rêve que tu dis, j'ai jamais touché, quoi. Ok. Jaguar Type D. C'est vrai? C'est la première fois qu'on me l'a dit, trop bien. Ouais, je suis fan des années... Elle est magnifique. Ouais. Bah, c'est une voiture qui a été faite pour Le Mans, et elle a gagné le Le Mans 3 fois, en fait. Donc, voilà, fait, quoi. Tu vois, c'était mon père, il me dit toujours, ouais, Type D, c'est bien, mais DBR1, c'est mieux parce qu'elle a été championne du monde. tu vois, c'est... Parce que lui, il aime beaucoup Aston. Mais, la Type D, je sais pas, la forme, tout, c'est une voiture qui est juste incroyable. Et j'ai eu la chance de rencontrer Sterling Moss. C'est vrai? Et j'ai passé du temps avec lui. J'ai passé 40 minutes avec lui Ce qui est énorme, déjà. C'était au Goodwood Revival. Est-ce que tu peux resituer un petit peu qui est Sterling Moss? C'est un des plus grands pilotes anglais qui est hélas décédé il y a pas longtemps, l'année dernière, je crois. Je sais plus si c'est l'année dernière ou il y a 2 ans. Ouais, tout comme ça. Et qui a jamais été champion du monde de Formule 1, mais qui a gagné, enfin qui a un sacré palmarès, et c'était un sacré caractère. Et un homme qui était, quand je l'ai rencontré,
J'ai passé j'étais dans la loge à Goodwood Revival. J'étais invité par un client. Et je faisais une pause parce que, bon, tu sais, quand tu marches sur l'événement, tu prends des photos, tout ça. Je faisais une pause et puis d'un coup, je regarde la télé, puis je vois un autre gars qui regarde la télé à côté de moi. Et je fais, putain, mais attends, c'est Sterling Moss, là. Il y a Sterling Moss à côté de moi, tu vois, dans la même loge et tout. Et je vais vers lui, et je vais pour le parler, et je lui fais bonjour, monsieur, et tout. Et le mec, il capte rien, il me regarde même pas, rien du tout. Il est capté à la télé, il est attiré par la télé, il regarde la course. Et là, il y a sa femme qui est à côté, qui me regarde, et elle me fait, si vous attendez 8 minutes 30, il restait 8 minutes 30 de course, après il sera à vous. Je fais, y a pas de souci. Je m'assois à côté de lui, et il était comme ça, il bougeait pas. Il avait déjà un certain âge, 80 et quelques, je crois. Ouais, je sais plus à quel âge il est mort, mais entre 80 et 90, je sais plus exactement. Et il était concentré sur la course. Mais genre, il y avait que la course. Genre, il pouvait avoir quelqu'un qui claquait ce que tu voulais, n'importe quoi. On était à côté des paddocks, donc il y avait quand même du bruit. Claquer la porte, ce que tu veux, des gens qui voulaient appeler quoi que ce soit. Il était là, il bougeait pas ses yeux. Et à la fin de la course, il baisse les yeux, tout ça. Il regarde sa femme me fait, je crois qu'il y a le jeune homme à côté de toi qui voudrait te parler. Et il me regarde, et je me présente, et je lui dis, pour moi, c'est un de mes héros, tu vois. Et on dit, faut jamais rencontrer ces héros, mais bullshit. Fais-le, quoi. Enfin, sois ouvert. Je sais pas. N'aie pas d'attente. Tu seras pas déçu. Tu vois ce que je veux dire? Mais, et là, et on discute, et je lui raconte, un peu ma passion, tu sais, tu parles un peu de tout, puis je lui demande ses voitures préférées, il me raconte, il m'en dit plusieurs. Je t'avoue que là, maintenant, ça fait quand même, je crois que c'était bien 3-4 ans que je l'ai rencontré. Au moins 4 ans. Mm-hmm. C'est un des premiers Goodwood que j'ai fait. Je crois pas que de mécanisme était encore lancé à ce moment-là. Ok. Et je lui dis, moi, c'est le Type D que j'adore. Il me fait, Type D, c'est une super bagnole. Mais sur le Nürburgring, vaut mieux une Type C. Beaucoup plus maniable. Il me raconte les trucs, mais il t'en parle. Mais il te fait rêver, quoi, le gars. Enfin, peut-être tu l'écoutes, tu dis, ah ouais, c'est sûr. Bah, si tu le dis, c'est sûr. Tu vois. Je te crois sur parole. Ouais, mais grave, tu vois. Moi, j'y étais pas en même temps, donc, mais le gars, il parle de ses vieilles Formule 1, un peu sa passion aussi, tu vois. Il t'a raconté des petites anecdotes? Ouais, il m'a raconté des trucs, il va te dire quelle voiture il préfère. Je sais pas si c'était pas une Climax ou un truc comme ça. Non, une Ferguson. Il m'a dit qu'une Ferguson, c'était une voiture qu'il préférait, et sinon, la Maserati, alors, je suis désolé, je mange un peu les noms. Maserati de course. Récente? Non, Formule 1, de l'époque. Je te retrouve le nom. Je suis pas calé là-dessus. Donc, il te dit, il me raconte un peu tout ça, mais à la fin, le gars, plus que ça, tu vois, non, je bossais à l'hôtel. Okay. Parce que je leur donne ma carte et je fais, si vous passez à l'hôtel. En plus, il habitait à Mayfair qui était littéralement à 5 minutes de l'hôtel. Je lui dis, si vous passez à l'hôtel, je m'occupe de vous, pour toi, vous et votre femme, je vous mets au spa, je vous fais un truc, tu vois, sympa. Il avait un peu du mal à marcher, tout ça, il était un peu fatigué. Et donc, j'ai jamais eu l'occasion de le revoir. Mais je suis resté en contact avec sa femme et lui, sa femme qui répondait aux emails. Et je leur ai envoyé une email 2-3 fois. Elle m'a toujours répondu en me disant, écoute, là, on va partir là. Jusqu'à quand même, encore jusqu'au moment où il était encore actif, tu vois, sharp d'esprit. Ouais, lucide. Lucide, il faisait quand même pas mal il voyageait encore pas mal, quoi. Le gars, il arrêtait pas, quoi. Il faisait la promotion du sport automobile qui était assez incroyable. Une vie de dingue, hein. Vie de rêve. Il a vécu une belle vie. Il a eu une belle vie. Et c'était, un bon anglais, tu vois, facile à approcher, ouvert, et qui j'étais, moi, pour parler, pour passer 40 minutes avec lui, faire des photos avec lui. J'ai une photo où je suis avec lui, tu vois. Si tu veux bien, après, on la montrera. Je te la montrerai, ouais. Et il y avait du monde qui passait autour, qui voulait parler avec lui, mais était concentré sur moi. Genre, on était rentré dans une discussion, il y avait que lui et moi, et j'ai passé dans une loge, il y a du monde qui passe, tu vois. Et on était dans notre bulle pendant 40 minutes, le temps est passé super vite, et je me rappellerai toute ma vie, que j'ai passé, juste sans me rappeler 100% de la conversation, parce qu'on a quand même parlé pas mal de choses, je me souviens juste de l'énergie c'était authentique, c'était vrai, tu vois, il était, genre, il se connectait à moi, tu vois. Toi, jeune. Ouais, il était vraiment toi, jeune, qu'est-ce que t'aimes, voilà, les trucs comme ça. Et qu'est-ce que tu fais, tout ça. Et je suis resté en contact avec eux, j'ai envoyé des emails, j'ai envoyé une email à sa femme quand il est décédé. Et voilà, ouais. Donc, je suis assez heureux d'avoir eu la chance. C'est une vraie chance, ouais. Ouais. Donc ça, c'est une petite anecdote, ouais, tu vois, que ça fait du bien de se rappeler. Donc, la Type D. Donc, la Type D, c'est une voiture que, ouais, j'ai toujours été attiré. Par sa forme, par son histoire, j'adore Jaguar, Racing, notamment. Type E, j'aime bien, mais mon père a eu une Type E quand j'étais plus jeune.
qu'il a revendu, qu'il a racheté, qu'il a revendu. Et j'aimais bien, mais à côté de la XK, par exemple, je trouve que la XK, ça a une gueule, ça a de la gueule. La Jaguar, il y en a eu beaucoup de fabriqués. C'est marrant que tu dis ça parce que effectivement la Type E, c'est la voiture auquel on va le plus penser quand on parle de voitures des années 60 Jaguar, parce que c'est quand même emblématique, faut dire ce qu'il y a. Ouais, en fait, ils en ont fait un paquet, puis c'est vrai que c'est une belle bagnole, quoi. Ah oui, il y a rien à dire. Elle a touché beaucoup de monde. Mais pour moi, la XK 120, 140, 150, c'est des voitures qui, quand tu la conduis, tu vois le capot devant toi, il y a rien de plus sexy, quoi. Et la Type D, c'est vrai que je trouve ça bien que t'en parles parce que c'est pas une voiture forcément très représentée, alors qu'elle a une ligne qui est absolument incroyable. Ouais. Mais ils ont fait une recreation, là, je crois, je vois. Non, ouais. Après, tu sais, t'es attiré par des bagnoles comme ça, en fait. Ouais, il y a juste un truc qui te subjugue, j'imagine pas. D'ailleurs, on parlait de d'Eagle tout à l'heure, la marque de que je connais moteur. Bien. Tu sais, il y a aussi Eagle. Ouais. Il y a aussi Eagle, le préparateur de Jaguar. J'ai shooté avec eux, je connais bien. Ok. Je suis allé visiter leur collection de voitures, je les connais bien là. Ouais. Incroyable, c'est incroyable ce qu'ils font. Ouais, c'est super bagnole. On a shooté la Kingsman, leur Type E. J'ai fait un shoot d'ailleurs avec The Rake. On a shooté mes bracelets avec eux. Et ils m'ont fait voir, ils ont une collection de voitures derrière. C'est fou. Ils ont des F40, ils ont une collection de voitures de course, collection de Ducati, moto aussi, qui est impressionnante. Tu fais de la moto? J'aime bien la moto, mais je suis plus, j'aime bien le cross, enduro, les trucs comme ça, tu vois, pour se balader, quoi. Rouler sur la route aujourd'hui en moto, ça m'intéresse pas, parce que je pense plus, c'est comme les bagnoles, enfin, avoir 700 chevaux aujourd'hui, c'est les nouvelles voitures modernes. Qu'est-ce que tu veux que j'en foute sur la route, quoi? C'est clair. T'es une voiture de 150 chevaux, avec pas d'assistance, je me fais peur, ça suffit, quoi. T'exploites à fond, quoi. Ouais, beaucoup mieux, quoi. Et là, en ce moment, je suis dans le Jura, les routes sont magnifiques. Et j'aurais aucune utilité d'une voiture aussi puissante. Et tu roules avec quoi dans le Jura? Parce que là, toutes les voitures sont à Lyon. Ouais. Et bah là, il y a risque que tu vois, parce que c'est je vais à la... C'est pas une GR, hein, on vous rassure. Ouais, c'est pas une GR. Putain, arrête, j'ai failli faire des bêtises à vouloir l'acheter, cette GR. Mais j'ai d'autres priorités avec ma copine maintenant. Donc, on va pas brûler ce qu'on n'a pas. Mais ouais, non, là, c'est voiture très simple. Parfois, si j'ai pris la Porsche tout début du confinement, je me suis dit, vas-y, je rentre, je vais me faire plaisir. Mais tous les jours, je vais poster les produits ou les choses comme ça, tu vois, qu'on vend. Avec la Porsche, c'est cool, mais le matin à 7h ou à 8h, quand tu pars pour aller à la poste, sur les petites routes du Jura, tu prends vite la chauffe, quoi. Et je me dis, on va aller tranquille, quoi. Ça sert à rien de prendre le risque. Donc je l'ai gardé 2 semaines, je me suis fait plaisir avec. Et depuis, je me suis dit, on va reprendre la Yaris, on fait moins de conneries avec. Et ça coûte moins de cher en essence. C'est clair. Mais laisse-moi le temps de m'installer ici, et puis on verra ce qu'on pourra faire après. Là, j'en doute pas du tout. Tu as un peu répondu à ma dernière question pour finir cet épisode. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? T'as expliqué un peu des projets qui vont venir. Peut-être au niveau perso même. Hein. Pour la suite avec The Mécanistes, tu veux dire? De manière générale. On a beaucoup d'ambition avec l'entreprise et les gens avec qui je travaille. J'ai énormément d'ambition. Enfin, comme tu disais, j'ai bien aimé l'image que t'as eue, que c'est un peu une pieuvre. Ouais. Mais c'est exactement ça en fait, parce que je pense que c'est organique, quoi. L'entreprise, elle se développe d'une façon ou d'une autre, et puis là, tu vois, on a développé le IAP Awards, qui, je pense, l'année prochaine va devenir une entité en elle-même. J'ai d'autres projets dans ce style ou dans d'autres styles qui vont venir se greffer, se développer, puis après faire des petites entreprises satellites qui vont être autour. Mais de mécaniste, la seule chose que je peux vraiment si on peut me souhaiter, c'est que ça continue sereinement. Moi, je suis pas quelqu'un qui demande. Je suis pas quelqu'un qui cherche à être le meilleur ou enfin le plus reconnu. Je veux juste pouvoir travailler bien avec les gens avec qui on travaille, tu vois, enfin avoir une relation saine. En tant qu'entrepreneur, t'as toujours des problèmes qui arrivent, mais pas ça arrive souvent que je stresse. Ça arrive souvent que je passe des journées de merde à me dire putain, pourquoi je fais ça, qu'est-ce que je fais, tout ça, tu vois. Mais au final, après, dès que tu passes une bonne nuit de sommeil, le lendemain tu te réveilles et tu te dis j'aime travailler avec ces gens-là, j'aime faire ça, j'aime développer la communauté, tout ça. Donc on a pas mal de nouveaux projets qui vont se monter, notamment ça va être en France, en Angleterre, on va continuer. L'entreprise est basée en Angleterre, mais peut-être ouvrir une structure en France aussi. Surtout avec le Brexit aussi, c'est des enjeux. Faut en parler aussi parce que l'entrepreneuriat, c'est aussi des hauts et des bas. Ça, c'est quelque chose que tu contrôles pas parce que tu es pour rien du tout dans le Brexit. Mais ça touche clairement ton business.
Bah ouais, voilà, là on est en pleine discussion stratégique. Comment on va articuler l'entreprise pour que elle puisse continuer comme du mieux qu'elle peut. J'ai pas pour l'instant l'intention de fermer l'entreprise en Angleterre et de la rouvrir, enfin juste de la faire muter, quoi. La relocaliser, quoi. Ouais, voilà, exactement. Je préférais la garder en Angleterre, garder l'entité qu'elle a. J'aime bien le fait Made in England. Ça correspond tout à fait au branding que j'ai fait depuis le début. Mais d'avoir encore des entreprises satellites, peut-être un truc qui va se monter en France, et faut que je vois les statuts, je suis en train de me renseigner, on est en train de discuter là-dessus. Et voilà, quoi. Mais de mécaniste en lui-même, la marque va continuer, enfin, va grandir dans ce sens-là. Après, ouvrir, j'ai toujours eu, comme je te disais au départ, un jour d'ouvrir mon showroom, un truc comme ça, faire de la voiture que j'aime. Un lieu de rencontre autour de la passion, quoi. Ouais, voilà, mais vraiment un truc, par contre, à l'anglaise. J'ai d'avoir passé 10 ans là-bas, ma copine anglaise, mon chien anglais. Je suis vraiment inspiré par tout ce qui est l'enthousiasme anglais, l'hospitalité anglaise. Ils sont vraiment, enfin, il y a vraiment un truc. Ils sont chaleureux. Mais je dirais même britannique, tu vois, parce que j'ai pas passé autant de temps que toi au Royaume-Uni, mais j'ai vécu 1 an à Cardiff. Ouais. Donc Pays de Galles. Ouais. Donc faut surtout pas dire que c'est des Anglais, parce que sinon tu peux en ramasser une. Tu retrouves ce même esprit, en fait. C'est effectivement. Je pense que c'est aussi lié à. Enfin, ça a toujours été ma vision, et peut-être qu'elle est fausse. Mais à la température, à ce climat qui est dur, et en fait les gens sont très chaleureux, un peu, à mon sens, peut-être pour compenser un peu tout ça, tu vois. En tout cas au Pays de Galles, c'était, le climat était affreux, vraiment, c'est infernal. Après il y a le rugby, il y a tout ça, en plus c'était pour la Coupe du Monde de rugby que j'y étais, donc c'était absolument incroyable. L'ambiance elle devait être... Le Pays de Galles bat l'Angleterre cette année en plus. Enfin bref, c'était fou, et j'ai appris l'anglais en fait comme ça, parce que j'étais une brêle avant, mais quand je dis une brêle, c'est quelque chose de bien. Ouais, je suis un peu. En fait, tu parles pas de la météo là-bas. En Angleterre, tu vois, les pubs à l'époque, c'était vraiment vu, le truc du pochetron, tu vois, tu sais, pour boire ton canon que ça. Comme tu pourrais dire un PMU en France, tu vois. Ouais, exactement. Alors que ça a tellement changé. Maintenant, t'as beaucoup de gastropubs, tu vas, la bouffe est excellente dans beaucoup de pubs. Tu vas avec ton chien, moi, mon chien, je le laisse sans la laisse dans le pub, et avec les autres chiens, ils s'amusent, ça court. Tu rencontres les gens, tu vois, il fait chaud, il fait bon. Tu bois ta bière, c'est vraiment un endroit social il y a ce côté social dans les pubs ou dans beaucoup de restaurants, dans beaucoup d'autres endroits que les Anglais ont bien à eux et que j'apprécie. Quand je vais chez ma copine, ses parents habitent vers Bath, et de chez ses parents au pub, on met les bottes et on marche un peu dans la boue, à travers les champs. Tu traverses les champs littéralement. Tu vas au pub, tu bois un verre, un cidre, ce que tu veux, tu manges un bout. Tu manges ton roast, tes Sunday roast, tout ça, et tu reviens par les champs avec le chien en faisant tu reviens, t'as de la boue, tu vois, sur les jambes, les trucs comme ça, mais où il y a plus, tu t'es pris une grosse tempête ou quoi que ce soit, mais t'en fous, t'es allé au pub, t'as passé un bon moment social, tu reviens. Il y a vraiment cette ambiance, j'adore ça, en fait. C'est pas obligé de prendre la bagnole, même si tu dois marcher pendant un quart d'heure, 20 minutes dans la campagne, tu vois, c'est pas comme si tu marchais dans la ville. Il y a ce côté social qui est vraiment, vraiment intéressant, et la façon dont il y a beaucoup de classic car dealers qui sont là-bas, de revendeurs de voitures. Ils font ça dans les vieilles fermes. Il y a un cachet. Il y a vraiment un truc qui m'attire. Tu voudrais un peu mixer ces deux ambiances, finalement. Ah, mais si je dois faire un truc en France, c'est totalement dans cette ambiance-là. Je suis avec ma copine anglaise. On est en train de justement de cravacher sur un truc un peu comme ça. Et le but, c'est vraiment d'avoir un endroit de réunion où tu viens, tu peux aimer les bagnoles, mais tu peux aussi profiter du moment et exactement, juste boire un verre, faire un truc, et c'est ça qui m'intéresserait si je dois faire un truc ici. T'as un super endroit en plein centre de Londres qui s'appelle The Bike Shed, qui est genre un bar aussi, qui est en plein centre de Londres là pour le coup, et ça c'est que principalement pour les motards, qui a été cofondé par plein de monde, plein de monde ils sont tous mis un peu ensemble, et tu rentres dedans, parfois t'as la police, ils viennent avec leur moto, ils garent leur moto devant, t'as les mecs qui viennent avec les vieux de temps, Yamaha, les trucs comme ça de l'époque, mais c'est des super brels. Tu viens, t'as le pub, tu bois ton verre, t'as le barbeur à l'intérieur, tu sais, coiffeur, t'as le petit côté shop aussi, ils font des événements, ils font des trucs comme ça. Tu vois, c'est lier l'utile à l'agréable, en fait. Vraiment, tu peux créer ce genre d'ambiance. En fait, ils sont très members club aussi là-bas, donc
Genre bon, d'accord, tu payes peut-être une licence à l'année ou quoi que ce soit, mais après t'as des bénéfices, c'est-à-dire que tu peux, enfin t'es dans ta communauté. Mais encore une fois, c'est ce qu'on disait, en fait, c'est pas parce que les lieux existent que tu peux pas en créer un, parce qu'il y aura toujours une patte qui sera personnelle, tu auras toujours un esprit que tu veux y mettre qui sera différent. Ouais. Et justement, s'il y a déjà des lieux qui tournent comme ça en France, c'est bien qu'il y a quelque chose. Ça serait un peu, bah ça peut être quelque chose, tu vois, que tu peux, si tu veux me souhaiter un truc, ça serait bien, ça part. Si ça te démarre, ça serait, je te souhaite ça. Ça serait cool. Après, personnellement, bah, écoute, non, que ça continue comme ça, tant qu'on est en bonne santé, que les enfin, qui ont tout l'entourage, tu vois, autour, qu'on puisse se développer dans la voie où, qu'on le désire, moi, ça me va très bien. Puis continuer à vivre ta passion, quoi. Ouais, voilà, exactement. J'aime bien laisser de la place aux gens. Plus en plus, t'as du monde qui t'approche, qui veulent travailler avec toi, qui veulent te dire, oh, je veux faire un article avec toi, je veux faire ci, est-ce qu'on peut faire une collab, est-ce qu'on peut faire ci? Et je suis totalement dans ce modèle-là, économie de partage. Je préfère faire plein de choses avec plein de monde et avoir un petit peu à chaque fois, tu vois. Pas pour l'appât du gain, pas pour le gain financier, mais plutôt pour le développement, pour s'enrichir culturellement, pour s'enrichir, enfin, sous toutes sortes de formes, en fait. Que tout garder pour moi, me dire non, il y a que nous, on va faire que ça, on va rester sur nos bases ou quoi que ce soit, et essayer de grandir dans ce système-là. Je pense qu'aujourd'hui, et notamment chez les jeunes, tu vois vraiment, enfin tu vois, les réseaux sociaux, c'est tout à propos de partage, en fait. Sans arrêt, tu repartages des photos, tu repartages du contenu, c'est constant, quoi. Donc je pense que même sur les projets, pour ça que dès que je parle d'un projet, j'ai pas peur. Il y en a beaucoup qui ont cette appréhension de dire faut pas trop parler de tes projets trop en avance parce que tu vas un peu le tuer dans l'œuf, tu vois. Tu vas te le faire voler, etc. Mais moi, j'en ai rien à faire, quoi. Je veux dire, j'ai un projet, tu peux le faire. Si tu veux copier mon projet, copie-le. Mais tu seras jamais moi. Tu seras jamais ce que je vais faire. Et tu vas le faire à ta sauce. Et à moins que t'aies une idée qui soit révolutionnaire et que tu sois, dans le médical, enfin, n'importe quoi, dans une industrie qui va vraiment révolutionner le monde. Bon, jusqu'à preuve du contraire, de mécaniste, on va pas révolutionner l'automobile, hein, pour l'instant. c'est pas dans mes plans, quoi. Mais je m'en fous. Fais ton truc, quoi. Et puis, je te regarderai, et peut-être que tu vas m'inspirer. Bon, en général, si t'es compétiteur ou si tu fais un truc dans le même style, je regarde, en ce moment, tu vois, on a développé j'ai travaillé avec pas mal de designers aux États-Unis, là, et même en France, qui ont fait des designs pour nos vêtements, tout ça. J'ai regardé ce qui se faisait ailleurs, mais on s'en inspire pas, on fait vraiment sur ce que nous on aime, et je leur dis moi ce que j'aime, et je leur dis par contre je te laisse faire à ta sauce. C'est-à-dire que on travaille ensemble, amène ta patte, mais je veux qu'il y ait ton empreinte, et je vais te créditer après tout ça, mais je veux vraiment que tu sois fier du truc qu'on ait fait avec toi, en fait. Je veux pas te dire fais ci, fais ça, et tu le fais comme je te demande. Ouais, c'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est pas ça que je veux faire. Mais je pense que c'est important enfin moi en tout cas c'est un message qui me tient vraiment à cœur. C'est justement de dire effectivement que l'idée reçue de ne pas partager une idée de business ou autre aux autres parce que t'as peur de te la faire voler, je pense que c'est une vraie bêtise, parce que justement, en partageant, tu vas la challenger, tu vas l'améliorer, c'est comme ça que t'avances. Elle évolue, totalement. Et t'as un autre aspect, je pense, qui est vachement important, et je pense qu'on se rejoint là-dessus, c'est la vitesse d'exécution. En fait, il faut mettre les efforts. Ensuite, il se passe ce qui se passe. Mais si t'as mis les efforts, bah voilà, t'as pas trop de remords à avoir, pas de regrets, tu vois, tu continues à avancer. Et il y a parfois, et je le vois, c'est assez exponentiel, en fait, parce que au tout début de l'entreprise, j'ai bossé, mais comme un forcené, tu vois. Enfin, c'était où ça marche dans ma tête au début, c'était t'as 1 an pour le faire marcher. Si ça marche pas dans 1 an, si tu gagnes pas bien ta vie dans 1 an, tu changes. Ouais, bah mon cul. Enfin, excusez-moi, mais 1 an après, l'entreprise, elle vivait d'elle-même, mais je me payais pas, quoi. Et je me suis pas payé pendant un moment parce que je voulais pas. En fait, je refusais de me dire, je mérite pas encore. Tu vois, l'entreprise n'est pas encore au niveau où il faut. Donc, tu peux après, donc t'as un peu l'énergie qui retombe. Tu continues à avancer. Tu te reposes un peu sur tes bases. Ça vraiment, en fait, c'est vraiment. C'est des hauts et des bas. Hein. Complètement. Jusqu'à cette année j'ai bossé plus que jamais parce que les résultats commencent à arriver de plus en plus de demandes. Donc ça, c'est cool. Ça te redonne un peu de la force, de la volonté. Ouais, c'est vraiment it's a journey. C'est vraiment une journée. Enfin, c'est un voyage. Un voyage, voilà. Et c'est ça qui fait que aussi la beauté du truc. Là. Tu sais pas trop. Tu vois, cette année là, je sais ce qu'on a envie de faire, mais aucune idée comment ça va se passer. Bah, c'est pas grave. On met le bout de travail, on y va et on verra. Et toujours avec l'idée de vivre de ta passion. Enfin, vivre ta passion d'une certaine manière. Exactement. Et au final, s'il y a un seul message qu'on peut passer, c'est essayer de vivre au maximum de votre passion, que ce soit l'entrepreneuriat ou par autre chose. Exactement.
Et le truc qui est intéressant avec De Mécaniste aussi, c'est que la passion, quand j'écris De Mécaniste, c'est vraiment sur tout ce qui est mécanique. Et c'est ça qui me plaît. Quand je te dis j'aime bien l'appareil photo, tu vois, je shoot avec beaucoup d'appareils des années, en ce moment, les 70-80, qui sont tout mécaniques, quoi. En fait, il y a pas d'électronique dedans. Donc, De Mécaniste, je l'ai toujours eu en tête, ça concerne la moto, l'aviation, les bateaux, les montres, les appareils photo, littéralement tout. Donc je me restreins à rien du tout. La passion automobile, c'est ce dans quoi je suis né un peu. J'ai grandi avec. Mais au final, tout ce qui est le craftsmanship, tout ce qui est fait à la main, en fait, tout ce qui est là où il y a l'humain derrière, il y a l'histoire. C'est pour ça que je suis parti au départ avec un nom comme ça, pour vraiment englober un maximum de gens, un maximum d'histoires, un maximum de choses. Même si aujourd'hui c'est pas encore super visible, mais Ça commence à l'être quand même. Ouais, il y a encore des choses où on peut se développer. Mais là, cette année, je pense qu'on va avoir des trucs on va vraiment élargir. J'ai hâte de voir ça. Ouais, c'est vraiment mon souhait. En tout cas, c'était un plaisir de tourner cet épisode avec toi. Je de l'enregistrer chez toi. Merci beaucoup. Et puis je pense qu'on va être amené à se revoir très très vite. J'espère bien. Et ouais, merci beaucoup Iggy. Merci beaucoup. Merci à toi, merci pour tout ce que tu fais. Je pense que ça va faire du bien à beaucoup de gens dans l'Hexagone. S'ils prennent autant de plaisir à écouter que j'en prends à enregistrer des épisodes, je pense qu'on va être pas mal. On voit, toi aussi. Ah oui, de toute façon. T'as la passion de l'homme aussi, c'est ça qui est intéressant. Ouais. C'est ça qui fait que ça va avancer. Non, en tout cas, c'était vraiment un plaisir. Et puis ouais, on se capte très vite. Allez, à très bientôt. À plus, Iggy. Ciao. Bye. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un avis, un commentaire sur Apple Podcast ou iTunes. C'est gratuit, il faut juste un iPhone ou un Mac, ou simplement à le partager. Ça m'aide énormément à gagner en visibilité. D'ailleurs, j'ai décidé de vous lire un commentaire à la fin de chaque épisode. Aujourd'hui, c'est LG Etienne qui écrit « Quand on est passionné de bagnole, souvent, on est un peu isolé, mais ce podcast est un peu comme un coming out, puisqu'on se rend compte que nous sommes pas seuls et que la passion automobile est vectrice d'histoire, d'émotion. Merci Yann pour ce que tu fais et bon courage pour la suite. » Ce commentaire me fait beaucoup rire parce que ce côté coming out, c'est vraiment l'esprit de ce podcast que, pour être honnête, moi aussi je me sentais un peu seul dans ma passion avant effectivement de faire ce podcast. Donc ça me parle vachement ce commentaire, Etienne, et je pense que ça doit parler à beaucoup d'autres gens. Effectivement, c'est une passion dont des fois on n'est pas forcément fier, c'est pas forcément justifié non plus d'ailleurs. Il y a beaucoup de clichés peut-être aussi autour de l'automobile qui font que nos amis ou notre famille ne partagent pas forcément cette passion. Et tant mieux si on peut tous se réunir autour de différents médias, mais si à ma petite échelle je peux vous aider à vivre des émotions autour de l'automobile, j'en suis juste ravi, donc juste merci beaucoup. Pour découvrir les coulisses du podcast, vous pouvez me suivre sur Instagram @dbg_podcast. C'est là aussi où on peut justement échanger sur notre passion. Pensez aussi à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée ou sur YouTube pour ne rien rater des prochains épisodes. Sur ce, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.